bienvenue à tous et à toutes, je ne vais pas la faire à chaque fois. Je suis ravie d'être là. Voilà, je voulais commencer par exprimer beaucoup de gratitude parce que j'ai rêvé de ce genre d'événement à chaque fois. Et aujourd'hui, la scène littéraire me donne la possibilité de pouvoir en vivre un, en plus de l'organiser. Donc merci. Merci particulièrement à Flore Agnès Nadzoa, la fondatrice de la scène littéraire. Merci, c'est grâce à elle qu'on est là. Je voulais aussi remercier Jennifer Richard, l'auteur de ce roman de grande ampleur, mais que de travail derrière. On est vraiment ravis de vous recevoir. Je suis ravie d'être ici. Merci de votre accueil. Et donc, cet événement littéraire s'inscrit donc dans le cadre de la réception par l'association La Scène littéraire des 15 présélectionnés. Donc on a une liste de 15 présélectionnés pour ce prix littéraire et à chaque fois on organise des événements pour pouvoir parler des romans qu'on a sélectionnés, expliquer pourquoi et puis surtout intervenir avec les auteurs pour qu'ils s'expriment sur leur œuvre. Donc c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc la scène littéraire, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est donc une association qui a été fondée en 2015 par madame qui est juste là. Son but, c'est de promouvoir donc, le travail d'auteurs engagés, afro-descendants, africains, pour pouvoir valoriser donc, leurs ouvrages, leur travail. Et donc, dans cette dynamique, on est un panel de lecteurs qui, qui lisant les ouvrages présélectionnés. Ensuite, on élit 5 romans qui vont faire partie de la shortlist, qui vont être donnés donc, aux grands lecteurs, au grand jury, qui ensuite vont décerner le prix littéraire. Et souvent, ça se fait au mois de juin. Voilà. Donc, encore merci d'être là. Et je vais laisser la parole... La scène littéraire, comme elle a dit, c'est une association qui a été créée en 2015, dont le but est de promouvoir la littérature africaine et afro-descendante. Et aujourd'hui, on va insister sur le mot afro-descendant parce que chaque fois que je fais la promotion d'un livre sur ma page Facebook, je mets toujours la photo de l'auteur. Donc, quand j'ai mis la photo de Jennifer, les premières questions c'était mais je croyais que c'était un prix réservé aux Noirs, pourquoi il y a une blanche? Donc, je dis bah, il y a africain et afro-descendant. Donc, quand j'ai lu en fait la biographie de Jennifer, j'ai vu que voilà. Elle est un tout petit peu afrodescendante quelque part. Mais bien sûr, bah voilà, exactement. Donc j'ai dû me justifier en fait d'avoir une blanche sur ma page. Voilà. Il est à toi ce beau pays, je vais aller directement dans le livre. Donc Il est à toi ce beau pays est un roman écrit par Jennifer Richard ici présente et publié aux éditions Albin Michel en mars 2018, c'est je crois ce qui est écrit. Alors, voilà. Ça, hein. Un pavé de 730 pages environ. Il s'agit, à mon avis, d'un roman historique, dans la mesure où il présente une intrigue fictive dans un cadre réel avec des personnages historiques. De quoi il est question? L'auteur nous entretient sur plusieurs sujets, notamment sur l'impérialisme européen, et particulièrement belge et français au XIXe siècle, plus particulièrement l'occupation et l'appropriation illégitime des territoires de l'Afrique centrale par les puissances occidentales. Il s'agit aussi de la lutte des Noirs pour leurs droits civiques dans les États-Unis du XIXe siècle, ainsi que des questions de ségrégation raciale qui y régnaient. D'autres sujets importants, à l'instar des campagnes d'évangélisation des missionnaires en Afrique, ils sont traités également. Bref, il s'agit d'une vaste et courageuse entreprise de l'écrivaine. L'histoire, ou plutôt les histoires, se déroulent entre 1873, on dit à Paris, s'il venait, nous sommes à Paris, 1873 et 1896. S'agissant des personnages du livre, ils sont, à mon avis, de 5 types. On a les personnages que je qualifierais d'européens et à qui l'autrice donne plutôt un rôle actif, à savoir notamment Livingstone, Stanley, de Brazza, le roi Léopold II de Belgique, Jules Ferry, Roger Casamante, etc. Les personnages états-uniens qui ont aussi un rôle actif, à mon avis, à savoir George Washington, Booker Washington, Samuel Werner, etc. Après, nous avons les personnages africains, entre guillemets,
qui, à quelques exceptions notables, dont type Otabenga, ont plutôt un rôle passif. Je dirais plutôt qu'ils font même partie du décor. Il y a des personnages féminins dont je refuse de parler ici, sous peine de lancer quelques pics, en fait, assassines à notre invité, d'entrée de jeu. On en parlera. Ça m'intéresse. Voilà. 6 heures. On a des personnages absents, à savoir les grands résistants africains, à l'instar de Omar Tall, Samori Touré, Bokari Kotou, etc., le roi Béhanzin. Je m'arrête tout de suite parce que je dis que c'est de la mauvaise foi. Tout le monde va me dire que c'est de la mauvaise foi parce que c'est plutôt des résistants d'Afrique de l'Ouest et que l'intrigue dans notre roman est circonscrite. Voilà, l'intrigue dit, centrale. Voilà. Mais je me dis que quelque part, si l'auteur avait bien voulu parler d'eux, elle aurait trouvé un paragraphe quelque part pour nous faire plaisir. Mais voilà, n'y voyez aucune sorte de reproche à lui faire, parce que vous m'aviez dit tout à l'heure qu'il y aura une suite, qui sait, peut-être que... Voilà. On verra. Alors, le résumé du livre, pour une fois, j'ai trouvé qu'une 4e de couverture, ce qui est assez rare avec les éditeurs, résume assez bien le livre. Alors, je vais tout simplement la reprendre ici. Donc, je cite... Il est à toi ce beau pays et la fresque tragique et monumentale de la colonisation de l'Afrique, livrée aux appétits d'une Europe sans scrupules. Elle est le théâtre d'un crime qui marque au fer rouge le XXe siècle. Sur 3 continents, chefs d'État, entrepreneurs avides, explorateurs intrépides et missionnaires idéalistes agissent sous prétexte de civilisation. Au fil d'un récit où se croisent héros inconnus et figures historiques dont Léopold II, le seigneur du Congo, seigneur AI, le pasteur George Washington Williams, l'aventurier Livingstone, Conrad, Stanley ou encore de Brazza, Jennifer Richard donne le grand livre noir de l'Occident colonialiste, sans mauvais jeu de mots, et restitue de la ruée vers les terres d'Afrique et l'instauration de la ségrégation aux États-Unis le terrible destin d'une humanité oubliée. L'humanité oubliée, par exemple, celle du 20 mars 1916 à Lynchburg, je ne suis pas sûre de prononcer bien, en Virginie, où un employé d'une manufacture de tabac, Otabenga, se tire une balle dans son cœur d'Africain, empli d'amertume, le jour même où une vieille plaisanterie se rapportant au partage de son pays par les Européens a fait rire tout le monde, sauf lui. Voilà. Je vais en venir un tout petit peu aux questions de forme, puisqu'il faut s'y plier. Ce n'est pas vraiment mon domaine, parce que je suis plutôt juriste que littéraire. Et je vous dirai ce que j'en pense, j'ose vous dire. Comme annoncé ci-dessus, on est dans un genre littéraire narratif, précisément le roman historique. S'agissant du registre littéraire, je crois qu'on fait le tour de toutes les possibilités. On va du registre épique lorsqu'il est question des grands explorateurs comme Stanley ou de Brazza, ce dernier profitant même de quelques termes amélioratifs dans le texte lorsque sa beauté et sa beauté christique en fait et son courage sont évoqués, alors que mes amis congolais en général en parlent plutôt comme, je cite, un long et famélique escroc au visage émacié. Stanley, quant à lui, bénéficie d'une certaine emphase dans l'énumération de ses qualités d'aventurier, alors que mes amis congolais, une fois de plus, me le décrivent souvent comme, je cite, un nabot dont il fallait porter les caisses de champagne, un nabot en vieux, et qui carburait principalement au bâton de dynamite. Fin de citation. On a aussi le registre dramatique, quant à lui, il est réservé aux personnages afro-américains, notamment les Washington. Le registre tragique, quant à lui, est occupé par les Africains, notamment Otabenga, même si la fin que l'autrice lui donne à quelque chose d'épique. Je ne vais pas spoiler, voilà. Le registre... Ça va encore méchant, normalement je peux. Ah oui, non, mais on va spoiler. Par la fin, tout le monde meurt. Voilà, donc là, c'est bon. Lui, donc, il meurt, oui. mais il choisit de mourir. Voilà, donc, voilà. C'est pour ça que je qualifie ça d'épique. Voilà. Le registre satirique, paradoxalement, est occupé par Léopold II, à mon avis.
dont on découvre le goût affirmé pour les lupanards et leurs occupants, et quelques anecdotes savamment distillées ici et là. En conclusion, si j'aimais le roman, oui, parce que j'aime les livres qui ne me laissent pas de marbre, qui restent sujets à questionnement tant pour moi que pour les personnes avec qui j'échange après la lecture. Des lectures où je me surprends à rire ou à m'engueuler avec l'auteur sur tel ou tel passage. Des livres où je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Madame Richard? Et quelques lignes plus tard, je me dis, mais elle est géniale, Jennifer. Des livres qu'on ne prête pas parce qu'il y est toujours question de quelque chose à vérifier, à contredire, à affirmer. Bref, un grand livre, pas seulement dans la forme, mais aussi dans le fond. Voilà, merci. Bon. On est accompagné d'un panel de lectrices, de lecteurs auquel je laisse la liberté de se présenter. Comme ça, on sait un peu avec qui on échange. Voilà, moi c'est Leslie, je suis ravie d'être ici, Slisly on the Moon sur Instagram. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé lire le roman, j'ai été très impressionnée par la quantité d'informations qu'on trouve dedans, c'était presque un manuel d'histoire, au final j'ai appris énormément et rien que sur ça déjà je suis très impressionnée, parce que j'imagine que ça a dû être des recherches phénoménales à faire. Bon, je suis Fierna, donc membre de lecteur de la scène littéraire. Et le roman, je l'ai lu, j'ai aussi appris des choses. Il y a des choses, que j'ai pas aimées aussi. Donc, on va discuter de tout ça tout à l'heure. Donc, enchantée, donc je m'appelle Ornella. Sur Instagram, c'est Belle de Sion. Je vais essayer de vous retrouver. Mais en tout cas, merci pour l'invitation et l'occasion de lire votre livre, votre roman. J'ai beaucoup appris parce que je suis congolaise. C'est vrai que, enfin, en tout cas mes parents à moi, après je sais pas les autres parents, ils nous ont jamais vraiment raconté l'histoire du Congo. En fait, je l'ai appris, je m'éduque seule en fait sur l'Afrique. Bon, après, j'ai pas vraiment posé de questions que je t'équipe, mais aujourd'hui, étant adulte, maintenant que j'ai un enfant, je veux quand même lui transmettre. Je sais que bon, il est né en France, mais je lui ai raconté l'histoire de son pays et j'ai été surprise de voir toutes les recherches qui ont été faites. Et donc moi, c'était un plaisir de le lire et donc voilà. Merci. Ok, super, merci. Bonjour, moi c'est Dinasso sur Instagram. Le livre a été un réel coup de cœur pour moi. Généralement dans les fresques historiques, en fait, on a beaucoup d'informations, on apprend beaucoup de choses, mais la plume n'est pas au rendez-vous. Et là j'ai vraiment apprécié votre plume, chaque phrase était un délice pour l'esprit. Je vous remercie pour ça. Franchement, voilà, c'est tout. Moi Jessica, c'est Jeffit Book sur Instagram. J'ai beaucoup aimé le livre aussi. Moi j'ai fait des études d'histoire et notamment l'histoire de la colonisation, donc j'ai apprécié de retrouver un peu des passages et de compléter aussi ma formation par ailleurs. Super. Moi c'est Louise. J'ai pas fini encore le roman. Je l'apprécier. C'est pas mon intérêt. Je suis beaucoup retrouvée dans la critique que tu as faite. J'étais d'accord avec à peu près. Mais c'est un énorme roman vraiment génial. Et là, au-delà de la somme de connaissances qu'il y a dedans, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le lien qui a été fait entre toutes ces connaissances. Et c'est ça pour moi l'apport, parce que je ne vais pas dire qu'on peut parler des connaissances, on peut les retrouver ailleurs en soi, probablement qu'il y a d'autres accès. Mais là, c'était le lien qui était fait entre toutes ces connaissances que personnellement je n'avais jamais vu et qui du coup faisait que c'était vraiment une ébullition, enfin c'est toujours une ébullition intellectuelle de lire ce roman. Bonjour, Ingrid. J'ai pas de compte Instagram. Je suis juste lectrice. Ça se fera. C'est de la résistance. Oui, j'ai fini, j'ai lu, j'ai fini hier à minuit. J'ai laissé le Tabenga hier, je me suis dit ouf, c'est bien. Et j'ai apprécié. Après, j'ai pas appris beaucoup de choses parce que je connais l'histoire. Je me suis intéressée beaucoup à l'histoire, mais j'ai aimé le fait que ce soit romancé. J'aime les romans. Si ça avait été un roman d'histoire, ça aurait été lourd, mais là pour le coup c'est un roman. Et je trouve que du coup, le fait qu'il soit accessible à plein de gens, même aux gens qui n'aiment pas lire, parce que c'est écrit vraiment
C'est vrai qu'il y a des envolées lyriques de temps en temps et c'est assez agréable, mais dans l'ensemble ça reste quand même assez accessible. J'ai adoré la couverture parce qu'on est vraiment, on ferme les yeux, on y est vraiment. Et après on parlera de détails. Merci beaucoup, merci à tous d'être ici. J'aimerais bien en savoir plus sur vous. Alors, qui suis-je? Qui êtes-vous? Alors, ça va répondre en partie à quelques questions. Très bien. Et à quelques interrogations qui n'ont pas été formulées. Avant tout, je suis parisienne. J'ai grandi dans cette espèce de prétention parisienne qui prétend que le centre du monde et de la culture est là, et qu'ailleurs, bon, la culture ne pénètre pas, mais c'est pas très grave, puisque finalement, ça n'intéresse pas les gens, en fait. En province, ça n'intéresse pas les gens. En outre-mer, ça n'intéresse personne. La francophonie, c'est rigolo, parce que ce sont des métastases de la diplomatie française, en vérité, mais culturellement, bon, les gens peuvent se passer tout à fait de lire. Et voilà, j'ai grandi dans cet état d'esprit. J'avais un autre éditeur auparavant qui était très parisien. Je arrive chez Albin Michel. Je viens à votre question, hein, je fais un gros détour, mais je vais revenir. C'est normal. J'arrive chez Albin Michel en me disant c'est une maison qui est plus efficace que la précédente. J'écris ce livre, je vous raconterai pourquoi je suis venue à écrire ça et pourquoi ce que les crémises, elles sont très importantes pour moi et je suis entièrement d'accord. Je vais y répondre. Cet éditeur donc est très parisien et je ne voulais pas de cette couverture au début. Je ne voulais pas d'un visage noir sur la couverture parce que je me suis dit, cet éditeur parisien ne connaît pas du tout le milieu culturel autre que le milieu parisien. Et donc, ils vont passer à côté de leur cible. Ils vont vendre des livres à des gens qui habitent en France ou en métropole, qui sont d'origine française, en tout cas qui sont d'un milieu social très élevé, très élitiste. Et là, ils vont passer à côté de la plaque parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la francophonie, ils ne connaissent pas les outre-mer, ils ne connaissent pas ce qui est hors de la France. Et ils m'ont imposé cette couverture que j'ai trouvée magnifique. Et j'ai rien pu dire. Je me suis dit, bon, c'est très beau, surtout qu'ils m'avaient proposé avant quelque chose de monstrueux. Vous voyez les campagnes de sensibilisation contre la lèpre? Oh mon Dieu. Donc voilà, on voit une petite fille africaine avec un moignon, une robe en haillons. Et je me dis, mais c'est quoi le message? On parle de l'Afrique, on parle de la misère. C'est horrible, en fait. Donc ils m'ont dit non, on change. Et voilà, ils m'ont proposé ça et je me suis dit, c'est très beau. Mais ils sont restés quand même dans ce microcosme parisien, à m'envoyer dans des salons en région parisienne, dans le sud de la France, où les gens n'étaient pas du tout sensibles à ces questions. La colonisation, la ségrégation, les gens s'en foutaient, vraiment. Et là, c'est la première fois que j'ai l'occasion de parler à des personnes qui sont sensibles à ces sujets. Et c'est pas vraiment grâce à Albin Michel, c'est grâce à vous, et vraiment merci, parce que les questions que vous allez me poser, que vous avez commencé à me poser, je n'ai jamais pu y répondre, alors que je me les suis posées moi-même. Donc je suis ravie d'être ici. Ensuite, qui je suis précisément donc je suis née aux États-Unis parce que mes parents habitaient en Outre-mer. En fait, ma mère est guadeloupéenne et mon père a travaillé dans les dom-toms, notamment en Guadeloupe. Ils ont vécu en Polynésie. Je suis née aux États-Unis parce que mon père voulait faire du cinéma. Enfin, des histoires un peu de profil, parce qu'ils vont peut-être arriver. Mon père et sa femme, ils vont peut-être débarquer un moment où je veux dire, vous voulez faire du cinéma, ça n'a pas marché. Mais je suis née là-bas, donc j'ai la nationalité américaine. Je suis allée plusieurs fois en vacances aux États-Unis, donc je connais bien ce pays, même si je me sens plutôt française, évidemment. Et j'ai grandi depuis que j'ai 8 ans, je suis à Paris, donc je suis vraiment de culture parisienne. Donc un peu snob, un peu élitiste, et pour tout vous dire, et vraiment je suis franche, et je peux enfin le dire, j'avais une vision de la colonisation très parisienne et très en fait totalement ignorante. Ma famille en Guadeloupe est très, comment dire, la plupart des membres de ma famille pensent qu'il ne faut pas remuer le passé, on s'en fiche, on va de l'avant, on ne va pas parler de tout ça, c'est du passé. Donc j'ai grandi là-dedans côté guadeloupéen, et donc côté métropolitain, un peu pareil, la colonisation, ils ne vont pas nous rabâcher ça pendant encore des décennies,
ça va, c'est pas, on peut surmonter. Et un jour, en voyage avec mon époux, à New York, on regardait le guide du routard et on voit un petit encart sur Ota Benga. Et Ota Benga donc, a été exposé aux eaux du Bronx, ce qui ne figure pas pour l'instant dans le livre. Donc on découvre l'existence d'Ota Benga et j'ai été bouleversée par le destin que j'imaginais à ce personnage. Et j'ai commencé à lire des choses sur lui. J'ai commencé à lire des choses sur le missionnaire qui est allé le chercher en Afrique. Et j'ai commencé à lire des choses sur la colonisation du roi Léopold. Et en fait, j'ai pas été bouleversée, j'ai été choquée. Je me suis dit, mais en fait, non seulement on ne connaît pas la colonisation, mais enfin, si on savait ce que ça a été vraiment, pardon, je suis ultra émue parce que vraiment c'est la première fois que je peux en parler. Et en fait j'ai eu, non mais j'ai eu honte un peu de mon manque de connaissances et de ma froideur et de la froideur de la plupart des gens en métropole sur cette question, parce qu'en fait on n'a pas idée du tout. Quand on ne se penche pas sur la question, on ne peut pas savoir ce que c'est. Et voilà, et je me suis dit, je vais lire des tas de choses sur le sujet. Pareil, dans la ségrégation aux États-Unis, je trouve qu'on en parle encore plus, en fait, on en parle un peu plus que de la colonisation, comme si c'était plus important, c'était plus prestigieux, en fait, comme sujet. Politiquement, c'est plus classe, quoi. Et en fait, depuis, donc ça fait, j'ai écrit en 2016, j'ai peut-être commencé en 2015, je sais plus. J'ai changé, mais radicalement. Je ne suis plus la même personne depuis que j'ai lu tout ce qui m'a permis de lire ça, de décrire ça. J'ai changé de vote, enfin, je ne vote plus de la même façon, d'ailleurs je ne vote plus, parce que j'ai été vraiment écœurée par la politique. Je me suis rendu compte que le discours politique d'aujourd'hui est le même que celui qu'on retrouve à l'époque dans les journaux. La propagande pro-occidentale est la même. La volonté d'aller diffuser sa démocratie, ses valeurs, ses droits de l'homme au Moyen-Orient et en Afrique, ça n'a pas changé. Donc je ne suis plus la même aujourd'hui, et c'est grâce à tout ce que j'ai lu, donc tout ce qui figure en bibliographie à la fin du livre. Voilà qui je suis, voilà qui j'étais, et voilà qui je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai décidé également d'écrire uniquement des choses historiques, c'est-à-dire parler d'aujourd'hui avec des références au passé, parce que c'est la même chose, en vérité, tous les dialogues peuvent avoir la même règle. Et je me dis, moi qui écrivais de la science-fiction, je me dis, non, j'ai envie d'écrire ce qui se passe. Remuer tout ça, je me suis dit, maintenant, je vais écrire sur la colonisation, un peu la ségrégation, parce que c'est quand même des choses qu'on ne sait pas. Et je passerai à d'autres choses, mais toujours sur un fond politique, pour que les gens, les quelques lecteurs, hein, parce que la lecture, c'est un panel qui n'a rien à voir avec les films, des émissions qui sont vues par des millions de personnes. Là, on touche quelques milliers à chaque fois, mais c'est toujours ça. C'est toujours ça de gagner. Et si ça peut donner envie aux gens d'aller se pencher sur ça et de se dire, mais je ne savais pas, comme mon père m'a dit ça. Mon père est blanc, vous allez voir, il est normand, et mon père fait partie des gens qui ne savaient rien sur la colonisation et qui m'a dit, après avoir lu mon livre, et je ne savais pas, je ne me rendais pas compte à quel point ces gens avaient souffert. Et ben j'étais fière de moi. Voilà, c'était une très belle victoire. Je me suis rien que pour ça, bon, même s'il lui, parce qu'il perd un peu la mémoire, c'est pas grave, il y a eu un moment très beau, j'étais très fière. Voilà. Ouais, je laisse répondre, non, je réponds. Comme ça, je réponds à Agnès, parce que c'est très intéressant ce que vous avez dit, sur les 5 catégories de personnages. Et c'est exactement là où je voulais en venir. En effet, les Européens, ou les Occidentaux précisément, parce que parmi les Américains, on a l'aventurier William Shepard et l'aventurier George Washington Williams, qui sont afro-descendants, mais qui sont occidentaux, ils ont vraiment une culture occidentale. Et ce sont en effet les personnages actifs, ce sont les gens qui choisissent leur vie, qui choisissent leur destin et qui décident en effet d'eux-mêmes de partir en Afrique ou de coloniser pour les chefs d'État, mais ils dirigent totalement leur destin et ils ont une influence sur le destin des autres. Pareil pour donc, les Américains, qu'ils soient blancs, métis, ce sont des personnages actifs. Et les Africains, en effet, les Africains sont passifs dans ce tome, parce que après discussion avec mon éditeur, j'ai eu le feu vert pour la suite, qui était en germe. Oui. En fait, c'est pas que c'est la suite, c'est que c'est la moitié seulement. Ça, c'est la moitié de ce que j'avais en tête et que j'ai pas pu finir, faute de temps. Oui.
Oui, désolé. Désolée, nous on est contents. Oui, dans le plan que j'ai fait va jusqu'en... Alors le plan va jusqu'à maintenant, parce qu'en fait c'est pas fini. Je sais pas où ça en est, mais la dépouille, justement les dépouilles de Brazza sont en train peut-être d'être exhumées d'Algérie pour être ramenées au Congo, enfin on ne sait pas exactement, mais c'est-à-dire qu'en ce moment encore se jouent des choses en Afrique, enfin se jouent toujours des choses, mais je veux dire dans la continuité. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais aller jusqu'en 1916, année du suicide d'Otabenga, puisque ensuite apparaissent les figures de résistance active. Je vais pas vous les dévoiler, ce sont des gens qui malheureusement ne sont pas forcément restés dans l'histoire connue, surtout pas en Occident malheureusement. Mais il y a des figures, en effet, vous en avez cité, mais c'est pas exactement ma région géographique. Mais en Afrique centrale, il y en a qui sont formidables. Et en fait, ce que j'aimerais faire aussi, c'est parler de Lumumba. Bien sûr, c'est actif pour Brazza, elle est très importante pour lui en tant qu'explorateur, mais elle-même n'a fait que se dévouer à son mari et à permettre ce qu'il a fait. Mais elle-même n'a pas eu un destin exceptionnel. En revanche, il y a la femme de William Shepard, Lucie, qui est une chanteuse de gospel qui a eu une vie formidable, qui a quand même accepté de suivre son mari, fraîchement marié en plus, au fin fond du Congo à cette époque-là, et qui a créé une école, tome 2, tout ça. Tome 2 qui a créé une école pour apprendre aux enfants l'alphabétisation en chantant. Et elle est magnifique, et j'ai vraiment hâte de la retrouver. Il y a une autre femme que je vais évoquer la prochaine fois, c'est une femme de missionnaire également, une Britannique, dont le mari était pasteur, qui ouvre une mission au Congo, et qui était photographe, surtout. Et ce qui est formidable, c'est que c'est une des premières à avoir apporté en Afrique les gros appareils Kodak, donc pas du tout portables à l'époque. Donc une des premières photographes sur la terre d'Afrique, pour, surtout au début pour faire des beaux clichés, mais surtout elle a été très active dans la campagne de sensibilisation contre les crimes de Léopold II, en particulier les mains coupées. Et c'est elle qui a fait ces photographies que vous avez pu voir sur... le livre Les fantômes du roi Léopold, je ne sais pas si vous l'avez lu, un livre affreux et tellement... Ouais, Les fantômes du roi Léopold, c'est magnifique. Et la couverture, ce sont un père et son fils, enfin, et un jeune homme en tout cas avec les mains coupées. Ce sont les photos de Alice Harris. Formidable cette femme. Donc voilà, je vais aussi avec ravissement m'attacher à elle. Et je suis, en effet, moi aussi j'étais frustrée parce que je me suis tellement attachée à ce que j'ai lu, je me suis très très peu éloignée de la réalité en fait. Donc tout ce que j'ai lu, je me suis dit mais c'est pas possible, lui il a connu telle personne, ils se sont rencontrés, mais c'est formidable, j'ai même pas besoin d'inventer, j'ai même plus de place. Les rencontres sont pas fortuites dans le roman Non. Alors, même type Williams et Casement, non c'est pas Casement, c'est Conrad. Conrad, oui, c'est ça. Conrad. Alors, je sais pas s'ils se sont rencontrés, il se trouve que tous les trois étaient au même endroit, dans le même mois. Donc, si c'est pas vrai, c'est vraisemblable. Et toutes les rencontres, comme Stanley qui arrive à Marseille en 1878, est accueilli par Conrad. Bon, c'est vraiment la vraie date d'arrivée à Marseille de Stanley, évidemment, mais il se trouve que Conrad était à Marseille à cette époque-là, à ce jour-là, et que Conrad voulait devenir explorateur, et que Stanley, c'était une star internationale. Donc, il est évident pour moi que Conrad est allé sur le quai pour accueillir Stanley. Donc c'est juste dans cette mesure où j'ai romancé les dialogues, mais la situation, elle est tout à fait vraisemblable. Je ne me suis pas permis d'écrire des choses qui ne sont vraiment pas vraies, qui ont été avérées, enfin qui sont révélées fausses. Et par conséquent, au cours de toutes mes recherches, j'ai pas vu de personnage féminin très fort, malheureusement. En tout cas, pas de personnage féminin qui a laissé une trace dans l'histoire. Donc je me suis dit, bon, tant pis, c'est pas grave, je sais qu'il y en a qui arrivent. Et alors là, ça va déménager. Là, vous allez les voir passer. Et donc les personnages absents, vous me disiez, donc est-ce que ça rejoint les... Oui, non, les résistants que j'ai pas évoqués. Donc ils arrivent aussi. Et je vous assure que j'ai été très frustrée de pas mettre plus d'étincelles et de feux d'artifice du côté des Africains sur leur territoire. Mais voilà, et sauf Tipoutip, mais bon, Tipoutip... Mais Tipoutip, c'est une figure quand même intéressante parce que, bon, c'est un marchand d'esclaves. Mais en tant que marchand d'esclaves, c'est vrai qu'il se bat contre les Belges. Et
c'est une lutte de territoire. En fait, ni l'un ni l'autre ne sont légitimes, puisque Tipu Tip n'est pas indigène en Afrique centrale, il vient plutôt de Zanzibar, donc il n'est pas chez lui non plus. Mais au moins, c'est une figure que l'Europe a respectée, qui a intimidé les autres marchands d'esclaves, les chefs d'État qui ont voulu prendre la place, donc il est quand même intéressant. Et il y a un autre petit personnage. Je dis petit parce qu'il fait partie des pygmées, mais parce qu'il est tout jeune, il s'appelle Kondola. Il est avec son ami Kasongo. Dont le village a été... Exactement, le village a été rasé. Et cet enfant qui est prince va partir aux États-Unis et va être le traducteur d'Ota Benga. Voilà, donc tout va se mettre en place. Voilà, donc je suis désolée, il y a de la frustration, mais je vous assure que de mon côté, il y en avait aussi. Voilà. Juste si je peux rebondir je peux tutoyer. Bien sûr. Sur ce que tu dis. En fait, moi, ce qui m'a gêné, c'est pas tellement le fait que ce soit actif-passif, parce que si le continent a été colonisé, il y a une forme de passivité imposée. Pas du tout, je rentre pas dans un discours vraiment imposé. Mais en fait, moi, ce qui m'a gêné, c'est l'individualité, en fait. Après, moi, c'est une approche de l'histoire que je n'aime pas. C'est l'approche de l'histoire des héros. De toute façon, c'est une histoire que j'aime pas. Une façon d'approcher l'histoire que je n'aime pas. L'histoire, elle est faite de tout le monde, et du coup, moi, j'aime bien quand on raconte l'histoire de tout le monde, justement. Et pas de la personne qui a fait un truc que personne d'autre n'a fait. Ça me parle pas. Voilà. Et du coup, ce que j'ai pas apprécié, c'est pas tellement actif-passif, c'est le fait que les seuls qui avaient le droit à une individualité, et ça se retrouve exactement dans ce que tu dis. On parle de Kourad, de Brazza, et on dit les Africains. En fait, ils n'ont aucune individualité, alors qu'on retrouve des personnages qui ont une individualité quand même. Ota Benga, aussi la personne qui servait de boy à Livingstone et ensuite à Stan, etc. Et c'est des personnages qui ne sont pas du tout développés, et qui pour moi auraient pu, ou alors des personnages, des fois qu'on retrouve, qui sont des personnages qu'on voit qu'une seule fois, et donc on raconte le quotidien. Et moi, c'est ça qui m'a manqué, en fait, je dirais, c'est qu'on ne raconte que des histoires, et au final, ça les héroïde, alors que pour moi, c'est pas des héros. C'est pas des héros. Même quand on essaie de dire que c'est pas si méchant, c'est pas des héros, à aucun moment. Et du coup, c'est ça qui m'a gêné, en fait. C'est pas la passivité, c'est l'individualité, et du coup, par individualité, l'humanisation. Ouais, j'ai trouvé que c'était quand même déshumanisé. Oui. Non, c'est vrai. C'est vrai, et ça, alors c'est vrai, c'est pas mon intention, en fait, l'idée c'est que... Non, c'est pas mon intention, comment dire, je suis consciente de ça, mais ça rejoint le fait que j'ai pas voulu romancer. Donc j'ai pas voulu... On croise en effet... Il y a eu plusieurs boys, il y a le bol de Livingstone, et ensuite il y en a un autre qui a beaucoup suivi Stanley, quasiment jusqu'à sa mort, mais j'ai rien trouvé sur eux. Et comme je ne voulais pas romancer, je voulais vraiment dire quasiment que la vérité, j'avais pas envie de prendre ces personnages et de commencer à inventer. Et je me suis demandé, est-ce que je vais en développer un, en effet, pour qu'il y ait un équilibre, parce que même si c'est pas vrai sur cette tête, il représente d'autres qui ont évolué autour de lui. Mais bon, c'était un choix que je pensais rattraper en me disant si j'ai le temps de développer toute ma fresque, je vais de toute façon en sortir quelques-uns dont on a vraiment parlé, qui ont laissé des traces écrites. Le problème, alors la différence, comme vous savez sans doute, entre la préhistoire et l'histoire, c'est que l'humanité entre dans l'écrit. Et c'est une vision très occidentale des choses, mais il se trouve que malheureusement, une fois qu'on entre dans l'histoire, c'est parce qu'on a commencé à écrire, on sort de l'oralité et on écrit. Et il y a tellement de richesses qui n'ont pas été écrites, qui n'ont pas été développées, qui se sont perdues, et qui parfois... alors, il y a quand même des peuples qui arrivent à développer une tradition sans écrit, mais c'est plus compliqué. Et là, pour les... C'est plus compliqué quand on se fait tuer. Évidemment, c'est plus compliqué. Mais le problème, c'est que l'oralité, elle bloque pas la transmission. Elle bloque la transmission si vous vous faites tuer, massacrer. Oui, mais comme le problème, c'est que je suis dans une région géographique à une époque. Mais je le déplore autant que vous. Et comme l'histoire a été écrite par les vainqueurs, malheureusement, enfin, on a toujours l'histoire des empereurs, l'histoire de... Je suis d'accord, et c'est ultra frustrant. Donc, soit en effet, on fait une démarche on va se pencher sur quelqu'un et on va chercher ce qui est le plus vraisemblable pour faire une biographie réaliste. Et c'est ce que je vais sans doute être obligée de faire dans le tome 2, parce que j'ai un personnage en tête en réalité qui s'est suicidé. Et alors c'est marrant parce que je suis en train de penser, là, les personnages qui ont pris conscience peut-être des choses parce qu'ils ont pu voyager, comme Ota Benga, qui ont pris du recul vraiment géographique sur la condition de leur famille restée sur place. Comme le personnage que j'ai en tête qui s'appelle Chamou, à Kinshasa. C'est deux personnages qui se suicident. Alors
peu déprimant finalement, parce que les personnes actives et qui décident quelque chose dans leur vie, c'est à la toute fin de leur vie. Mais cette frustration, je me bats contre vraiment pour essayer de trouver des écrits qui peuvent me pousser vers un personnage où j'aurais pas besoin de tout inventer. Et je sais pas, en fait voilà, donc c'est un questionnement. Pour moi, c'est une conséquence de l'approche de chercher des personnages qui incarnent tout le monde. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que, je sais pas, il y a des scènes très récurrentes sur le fait d'entendre les tambours, par exemple, d'être dans le... Enfin, on suit des personnages mais qui font rien, en fait. Juste qu'ils entendent ce qui se passe. Ouais. Et on pourrait très bien avoir le point de vue inverse, opposé, de dire, bah, on suit... Qu'est-ce qui se passe quand dans les villages on entend arriver, on pense qu'il y a des blancs qui arrivent en fait. Ça, on l'a pas du tout. Et sans que ce soit qu'est-ce que fait tel personnage. Pour moi c'est une conséquence en fait d'avoir. Parce que évidemment on a été privé de l'histoire en fait. Exactement. En tant qu'Africain, afro-descendant, on est privé d'une histoire. Et en fait, c'est quasiment évident qu'en remontant aussi loin, on peut pas très difficilement retrouver des individus. C'est évident. Et que si on approche l'histoire de façon individuelle, qui a fait l'histoire? Bah, on pourra pas, on a envie de romancer en fait. Oui, bien sûr. Alors ceci dit, justement, non, il y a juste un chapitre où il y a justement Kondola et Kassongo, ils sont petits, on voit arriver les Arabes. Les islamisés. Pas forcément par rapport au blanc, mais en fait de voir ça, moi je suis pas très active dans cet intérêt, mais je suis très intéressée par l'histoire de l'Afrique coloniale. Et je m'attendais à trouver beaucoup plus ça, en fait. Enfin, surtout avec l'introduction où on voit Otapenga, je m'attendais à avoir beaucoup plus ce point de vue, en fait, de qu'est-ce qui nous arrive et comment c'est violent, etc., que du point de vue, parce que là c'est un point de vue blanc, en fait. C'est occidental, en fait. Et blanc. Concernant la colonisation, la façon de voir les Noirs est très blanche. Moi je retiens que c'est des cannibales. Oui. C'est tout ce que je retiens du côté des Noirs. Et d'ailleurs, comment vous faites pour écrire des scènes? Comment vous vous sentez après avoir écrit des scènes aussi violentes? Je me sens... parfois en écrivant, je me sens pas... Alors, il y a quand même un petit... Il y a du plaisir, parce que quand on est écrivain, quand on sent qu'il y a quelque chose qui va un peu titiller le lecteur, de quelque façon que ce soit que ce soit les larmes, l'horreur. J'ai voulu surtout reproduire des choses que moi j'ai ressenties quand j'ai vu certains films ou quand j'ai lu certains livres. Et le cannibalisme est très présent. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de l'humanité, le cannibalisme est très présent. C'est-à-dire le non-cannibalisme, en fait, c'est une exception sur Terre. En fait, toute la Polynésie, une partie de l'Asie, une partie de l'Afrique, une partie de l'Amérique du Sud était cannibale. Et ça, c'est quelque chose qui, en Europe, était vraiment totalement horrifiant et prenant quand on parle de l'aventure et de l'exotisme. C'est des récits qui fascinaient. Et moi, ça m'a fasciné aussi de voir comment c'était présenté dans les récits des explorateurs. Et le point de vue très occidental, il vient aussi du fait que du coup, je me suis beaucoup fondée sur les journaux français, belges, anglais et américains. Pourquoi? Par facilité à moitié, parce que c'est très difficile. J'ai voulu en fait au début, pour revenir sur votre remarque, au début je voulais écrire une biographie d'Otapenga. Je me suis dit, je vais me mettre dans la peau d'Otapenga, un pygmée dans la forêt d'Ituri, sauf que je n'y suis jamais allée, je ne connais pas les pygmées, j'en ai jamais rencontré de ma vie. Est-ce que je suis prête à faire ça? Est-ce que, a priori, j'ai aucun financement, j'ai aucun contact pour y aller, donc je vais écrire ça là dans mon petit bureau. Et en fait, je me suis assez vite rendu compte que je n'osais pas le faire, parce que je ne connais pas. Donc, j'étais assez soulagée de rencontrer des personnages occidentaux. Je me suis dit, là je connais, je maîtrise plus, je ne vais pas dire de bêtises, je vais juste en apprendre beaucoup lire, et finalement ce point de vue est plus facile pour moi, tout simplement. Et pour une autre raison, c'est que le point de vue que j'adopte, il est occidental parce que je ne parle pas uniquement de l'Afrique en fait. Je parle de l'Afrique parce que beaucoup de scènes s'y déroulent, mais je parle beaucoup de l'Europe en fait. Je parle du visage sale de l'Europe, le portrait de Dorian Gray de l'Europe, et c'est-à-dire que pourquoi ce soit aussi beau? Pour que vous ayez ces jolies façades, ces beaux vêtements, pour que vous ayez vos peignes d'ivoire, et pour que vous ayez aussi votre caoutchouc sur vos roues, mais il a fallu que vous fassiez ça là-bas. Regardez ce que vous faites, regardez qui vous êtes. Et pour voir qui on est vraiment, il faut se retourner. Et là, on voit l'Afrique. Et on voit le paradis que ça a été, qui est décrit par les explorateurs, et on voit surtout ce qui y a été fait. Donc oui, c'est un point de vue occidental, mais parce que ça parle de l'Occident, en fait.
Et c'est très beau de façade, et en fait, derrière, c'est tout pourri. Du coup, parce que moi, j'avais une question justement concernant cette histoire de... Je me demandais en fait d'où elle écrit. Parce que c'est souvent une question qu'on se pose. Moi, je suis scientifique, du coup, forcément, la façon d'où on regarde change la façon de raconter. Du coup, je me demandais, Jennifer Richard, d'où elle écrit, d'où elle se positionne, elle, dans sa définition, dans cette, comme on a dit, le transatlantique, l'afrodescendance, toutes ces choses-là, d'où elle se positionne pour raconter cette histoire, et puis surtout, ce roman, il s'adresse à qui? En tant qu'auteur, j'ai envie qu'il s'adresse au plus de lecteurs possible, bien évidemment. Moi, je me suis positionnée vraiment en tant qu'occidentale. Parce que, comme je vous dis, occidentale vraiment au sens très large, hein, parce que là, du coup, j'inclus États-Unis, j'inclus même les Antilles là-dedans, donc c'est un peu plus occidental, mais pas dans l'esprit. Mais en fait, je ne veux pas mentir, c'est-à-dire que je ne veux pas essayer de me mettre dans la peau de personnages que je ne connais pas, dont je ne connais pas du tout l'environnement. C'est pas que c'est pas faisable, hein. Un auteur est capable normalement de raconter un peu tout ce qu'il n'a pas vécu, mais il y met plus ou moins de cœur et je pense que ça peut se ressentir. Donc mon point de vue était vraiment occidental. À la fois du coup pour s'adresser aux occidentaux, pour dire oui vous êtes beaux, d'accord, mais ce n'est pas gratuit. Et on ne pourra pas mentir aussi comme ça pendant trop de générations. Il s'adresse donc aussi à toutes les populations qui descendent de pays colonisés, donc à peu près toute la planète, en fait, en dessous d'une certaine latitude, pour dire il y a une histoire qui est là, qui a été totalement gommée pour qu'une autre se colle dessus. Et le but ultime, mais ça c'est pas pour tout de suite, mais ce que j'aimerais vraiment à terme, c'est que tous les peuples, tous les citoyens des pays anciennement colonisés prennent conscience de cette richesse sous-jacente, qui parfois a déjà émergé depuis longtemps, pour prendre la parole et vraiment prendre leur place et pour écrire des choses, des individualités qui n'ont pas été exprimées, et pour montrer que l'histoire, en effet, elle concerne tout le monde, et pour aussi dire aux Occidentaux que leur histoire, elle ne se situe pas juste en France ou en Belgique, et que l'histoire de Bruxelles, elle n'est pas juste dans ces rues et ces belles façades, l'histoire, elle est là-bas aussi. Et que ce qui a fait le pays se trouve à des milliers de kilomètres, et qu'il y a des gens qui ont œuvré pour ce pays, qui sont morts, qui n'existent plus, dont on a oublié le nom. Donc voilà, j'aimerais que ça s'adresse autant aux Occidentaux qu'aux anciens colonisés, pour qu'on se rende compte que l'histoire, elle est la même, enfin, elle est commune. Oui, bien sûr. D'accord. Je vais me lever parce qu'il y a quelqu'un devant moi. Donc bonjour, moi c'est Gabriel Marga, je fais partie de la scène littéraire, les petites mains qui lisent et puis qui travaillent un peu. J'ai lu votre livre, j'en ai fait une chronique parce que je suis journaliste à la radio sur Africa numéro 1, où j'aurai peut-être la chance de vous recevoir demain. Eh ben, j'ai la chance de venir vous voir demain. C'est réglé. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé votre livre, j'ai été très enthousiasmé dès le début. Hein. Parce que je pense que je l'avais lu avant la plupart de mes collègues, et voilà, j'étais revenu avec beaucoup d'enthousiasme et tout ça. Et puis, comme dans cette salle, il y a eu un débat qui a commencé à émerger tout doucement, etc. Et ma dernière causerie était autour de votre livre, avec un responsable éminent de l'association, qui posait toutes les questions que j'entends ici. Et il s'est remonté à moi, et en vous voyant, en vous écoutant, je comprends mieux l'ensemble du questionnement, et qui est vraiment pertinent, et puis vos réponses m'éclairent également. Ce que je pourrais dire en tant que lecteur, en tant que quelqu'un qui a aimé votre livre, acteur de la scène littéraire, mais peut-être aussi un Africain qui a beaucoup travaillé l'histoire, parce que je travaille beaucoup la mémoire, et que vous avez rencontré et que vous pouvez peut-être surmonter, ce sera long, ce sont les sources. C'est-à-dire que le matériau d'information mis à disposition, comme vous dites de ceux qui ont écrit, c'est un matériau qui appartient à un savoir qui est légitimé. Et c'est même l'objet de la création de la scène littéraire par Agnès, d'un point de vue littéraire, de dire on légitime toujours une façon de voir, de penser et de faire qui n'est pas nécessairement partagée par
ceux qui la subissent encore passivement, là. Mais il ne s'agit pas d'être passif, parce qu'il y a une écriture africaine, et dans les doubles sens. Une écriture, c'est-à-dire des gens qui écrivent, comme ça vous est arrivé de le faire à la suite d'un bouleversement personnel, ils sont nombreux. Mais n'étant pas légitimés, vous ne rencontrerez pas leurs livres. Volontiers, je vous ferai une liste demain de personnages. Ça, c'est de 1. De 2, l'écriture a toujours existé en Afrique parce que la colonisation, c'est quelque chose de très insidieux et dont on oublie à chaque fois de rappeler quelle est la conséquence de l'esclavage. Et que c'est une dynamique qui, après 4 ou 5 siècles d'affaiblissement d'un endroit, il n'existe plus. On peut raconter ce qu'on veut, parce que l'esclavage est une guerre. On nous parle d'un commerce, de la traite. Il n'y a aucun traité, on n'a rien signé. Des gens arrivaient, ils étaient plus forts que vous. Mais ça ne commence pas là, ça commence avec les Arabes, très tôt. L'Afrique a toujours écrit, les hiéroglyphes sont totalement africains. Vous me montrez un hiéroglyphe, je vous le dis dans ma langue, n'importe lequel. Dans ma langue. Et chaque Africain peut le faire, parce que c'était une espèce d'espéranto. C'est pour ça que c'est idéogrammatique. Parce que c'était un moyen de communiquer avec un ensemble de populations qui appartenait à toute l'Afrique. L'Égypte était une espèce de capitale finalement. D'ailleurs, il ne s'appelait pas l'Égypte, c'était Kama, c'est la terre des Noirs. Eux-mêmes, ils s'appelaient comme ça. L'écriture sumérienne, soumère, même chez les Arabes aujourd'hui, signifie encore noir en Palestine, dont on veut nous dire que c'était l'origine, elle-même est héritière de quelque chose. On écrit chez nous. Ensuite, ça devient ce que les gens vont appeler des tatouages. Parce que c'était une manière de se dissimuler, de dissimuler le savoir, la connaissance. Parce que l'Afrique avait une connaissance, notamment métaphysique, qui est fondatrice de tout. La géométrie, l'astronomie et tout le reste. Toutes les sciences fondamentales, dures, comme on dit. Nul n'entre ici s'il est géomètre, parce que les formules sont cachées, elles sont secrètes, pour construire des pyramides, pour construire des bâtiments, des cathédrales et tout ça. C'est venu d'Afrique. Les morts sont même revenus plusieurs siècles après, avec les Arabes. Ils étaient bien noirs, ils jouaient aux échecs. C'est une conception de chez nous. Donc, l'Afrique est un continent de l'écrit qui a été dépossédé de son écrit et très intelligemment qu'il a caché à travers ce qu'on appelle les dessins. Je vous montre, vous allez en Afrique devant n'importe quelle maison, dans un village, il y a un petit tabouret devant la maison, devant toute maison, un petit tabouret que les Africains eux-mêmes ne savent plus lire. Il a cette forme-ci, incurvée, et les deux pieds sont ainsi, c'est 3,14, parce qu'ils avaient le secret de beaucoup de choses. Donc, ils n'ont pas pu se dire, ils se sont dissimulés pour nous laisser, c'est pour ça que je lis avec d'autres amis, parce que nous faisons des recherches interafricaines, les hiéroglyphes dans ma langue, comme d'autres lisent en kikongo, etc. Et elle sait, c'est un continent qui sait écrire, qui sait écrire, qui a l'origine de l'écriture, parce que même les Français n'ont pas d'écriture. Ils ont un alphabet, ce qui n'est pas la même chose. L'écriture, nous sommes un peuple de l'écriture. Ensuite, on devient un peuple de l'oralité, parce que la violence est telle qu'il faut cacher. La violence est telle qu'il faut transmettre à l'enfant quelque chose qui ne reste pas, parce qu'on arrachait tout. On détruisait tout. Les premiers lieux qu'on envahissait, c'était les temples, les bibliothèques, où on prenait tout. La plus connue, la destruction de la bibliothèque, l'Alexandrie et tout ça. C'est connu. Elle a une écriture, elle a des gens qui écrivent pour elle, mais qui ne sont pas, vous parlez le langage d'aujourd'hui, dans un système qui permet que ça arrive jusqu'à vous. Ce que j'aime encore plus en vous écoutant, c'est votre bonne foi. C'est la volonté, c'est l'envie. Et je suis heureux que quelqu'un qui dit « Oui, je suis parisienne, je n'avais pas cet héritage-là », ait fait l'effort que vous avez fait. Je ne le savais pas, mais j'ai senti chez vous beaucoup de générosité, beaucoup d'amour dans votre livre. Merci. Non, vous avez résumé exactement ce que je voulais dire, c'est que ça n'accepte pas, on n'accepte pas pour différentes raisons, parce que c'est dans les deux sens. Je pense que c'est très difficile en France métropolitaine et à Paris. J'insiste sur Paris, parce que Paris est très particulière sur cette espèce de muraille qu'il y a autour pour que les gens ne rentrent pas en fait. Et ça concerne même les villes de métropole qui sont en province. Et en effet, on ne se rend pas compte. On se rend pas compte, vous parlez de l'Égypte, mais l'Égypte en effet a été greffée. Ah ben bien sûr. Elle a été greffée bien sûr. à l'Occident. Alors que l'Égypte. Tout en comment il est là, il n'y a personne. Oui. Et qui puisse parler au nom de ceux qui lui ressemblent. Il n'y a personne. Et ceux qui comprennent, parce que quand elle fait ses travaux sur l'Afrique,
il fait une démonstration scientifique. Il est interdit de soutenance de thèse. Il ne soutient pas. C'est Aimé Césaire, encore un frère qui nous vient de l'Occident, et qui, informé par Alioune Diop, le fondateur de la Maison de Présence africaine, il y a un jeune homme qui a écrit un truc formidable. C'est Césaire qui fait publier, qui va démarcher partout chez les anciens normaliens pour dire ce gars il est génial. Mais 10 ans plus tard, il devient un livre majeur aux États-Unis, et maintenant c'est le livre africain le plus vendu dans le monde. Il est vendu, il est vendu, il est vendu, il est traduit, il est traduit, il est traduit. Ils avaient m'en refusé. C'est toujours la question de la légitimation. Cheikh Anta Diop fait une démonstration, mais implacable, de l'origine nègre de la civilisation égyptienne et de l'unité culturelle africaine. Parce que c'était des fédérations retrouvées par la culture et qui étaient des espèces de suzeraineté politique, ça ou là, mais qui pouvaient être dans des ensembles. Et puis c'est mouvant. Comme toute histoire, c'est mouvant. Parce que là, la capitale égyptienne, Narmer, le premier roi, c'est l'unité des deux Égyptes. C'est quoi? C'est quand il disait nos ancêtres venaient du Sud. C'est un tampon. C'est-à-dire, arrêtons de nous bagarrer. On est ensemble. Ça se lit dans les deux sens. Quand on dit Narmer, parce qu'il n'y a pas de vocalisation en égyptien, c'est arbitraire. Tous les travaux de Gardiner et autres. Bon, mais il a bien travaillé sur un certain nombre de choses. Mais maintenant, je peux dire, dans Nimeri, jusqu'aujourd'hui, c'est le roi. Dans les langues, en Tanzanie, vous allez partout. Ce n'est pas revenu par l'arabe, contrairement à ce qu'on peut penser. Et la Tanzanie, c'était l'Afrique, simplement envahie successivement par Oman, puis par tout le système d'esclavage. Donc, le Kondela dont vous parlez, par hasard, je travaille sur, parallèlement, quelqu'un qui est en train d'écrire un livre, qui m'a demandé à lire. C'est un descendant de Lokondela. Et par rapport à Tipouti, qui raconte tout à fait une autre histoire. Parce qu'elle a hérité de cela, cette dame. Elle a plus de 60 ans maintenant, et elle a décidé de parler. Donc, il y a beaucoup de choses. Je pourrais éventuellement, parce que vous faites un travail qui mérite, si vous êtes un porte-flambeau maintenant, parce que vous avez accès également à des sphères auxquelles d'autres n'ont pas accès. Et vous devez continuer de porter ça. Voilà. Merci. Je vais rebondir sur ce que dit Gabriel. C'est vrai qu'on s'était posé la question, lorsqu'on a présélectionné le livre, de savoir, parce que j'avais suivi une de vos interviews, et le journaliste vous avait demandé si vous étiez en Afrique. Je crois que c'était sur TV5. Et ben, la réponse était non, parce que c'est vous qui l'avez donné. Donc on a rapporté ce questionnement en fait au niveau des lecteurs des livres présélectionnés. On se disait, Jennifer Richir, elle a écrit un livre sur l'Afrique en partie, mais c'est quand même bizarre qu'elle ne soit pas allée. D'autres voyaient ça sur le plan du respect, en disant que bon, si on veut écrire sur un pays, on prend quand même la peine d'y mettre les pieds. D'autres voyaient ça sur le plan de la crédibilité, en disant, bon, c'est clair qu'il y a les archives, etc. Elle le dit elle-même, hein, elle s'est beaucoup inspirée des archives, des journaux, etc. Mais sur la partie africaine, en tout cas, peut-être qu'il aurait été bien, en fait, qu'elle se rende, en fait, sur place, qu'elle discute. Parce que c'est vrai qu'il y a ces questions écrites, pas écrites, etc. Mais il y a ce côté oralité qu'on traîne un peu ces temps-ci, mais qui existe. Il y a des gens qui vous transmettent. Moi, j'ai pas mal de connaissances sur cette partie-là qui m'ont été transmises par ma grand-mère, qui les a reçues de sa grand-mère, de mon arrière-grand-mère. Par exemple, sur les explications des tatouages, entre guillemets, c'est que ça signifiait... Voilà, exactement, voilà. C'est l'écriture. Exactement. Mon arrière-grand-mère, par exemple, avait plein de tatouages, et chaque tatouage, en fait, avait une signification. Donc, c'est des choses qui sont encore transmissibles, qu'on peut encore vous expliquer. Si vous rendez, c'est les derniers qui sont là maintenant, et c'est vraiment des informations qu'il faut aller chercher. C'est pas forcément pour vous que je dis ça, mais pour toutes les écrivaines en merde qui sont là aussi. C'est le moment jamais de faire le travail, parce qu'après, ben, ces gens-là, ils ne seront plus là. Je voulais en venir sur le fait que la scène littéraire a des résidences littéraires. Bon, au cas où, si ça vous intéresserait de prendre 2 semaines ou 3 semaines pour aller bien évidemment, voilà. Je l'ai découvert sur votre site, en effet, et je ne le savais pas. Et, parce qu'il n'y a pas de référencement d'ailleurs des résidences ou de
voilà, on est dans les tout débuts, les deux premières résidences qu'on a faites jusqu'ici c'était à Yaoundé, mais on est tout à fait ouvert à organiser des choses dans d'autres pays selon le lieu de travail de l'écrivain. On est ouvert à faire ça. Mais je suis très ouverte. Si c'est une invitation lancée, mais pour la suite, je posterai ma candidature, vous en avez. Voilà, c'est une invitation ferme. C'est magnifique. Mais une fois de plus, comme Gabriel l'a dit, c'est moi je suis impressionnée en fait par le travail que vous avez fait, on l'a déjà dit, mais le retournement en fait, parce que c'est pas évident pour les gens d'ici, qui sont quand même des gens de quitter une position de confort, de pouvoir, etc. Et se dire, je vais peut-être aller voir de l'autre côté du périphérique pour rester là-bas. Je vous donne mes encouragements et puis voilà, on va continuer dans la critique du livre, positive, critique... Tu veux intervenir, Chekna? Voilà. En fait, ce que Gabriel vient de dire, ça pose un peu la question de l'altérité en Europe. Edouard Said a parlé dans l'orientalisme, c'est-à-dire l'idée que l'Europe se fait de l'Orient. Ou Mondi Mbert a parlé dans l'Image of Africa, c'est-à-dire l'idée que l'Occident se fait de l'Afrique. Il dit que en fait, l'Occident se mire dans le miroir de l'Afrique pour se construire. Donc c'est une manière de dire tous ces stéréotypes dont on parle ici ou là, pour parler de l'Afrique, c'est aussi une manière de se positionner, de dire ce qu'est l'autre aussi. L'autre ici, bien sûr, c'est l'Afrique. Donc moi je trouve que dans votre texte, vous le dites, peut-être que, je ne sais pas ce que vous voulez écrire comme suite, mais je pense que ça peut davantage se... Mais ça va être plus marqué. Ouais. Mais en effet, pour préciser, enfin pas pour préciser, mais pour apporter une remarque très ironique à ce que disait Gabriel, je pense que vous avez tous adoré la phrase de Sarkozy en 2007 à l'université justement chez Cantadiop sur le fait que l'homme africain n'est pas encore suffisamment entré dans l'histoire. Et vraiment, à l'époque, moi 2007, bon, ça m'a pas choqué. Moi, je me suis dit, bon, l'histoire africaine, je connais pas, puis ça m'intéresse pas spécialement. Donc tout ça pour vous dire que le chemin a été long. Le chemin a été très très long pour se rendre compte qu'en effet, il y a l'histoire sur place, mais surtout, moi, c'est pas l'histoire sur place dont je parle, c'est pour ça que non, j'y suis pas allée. Mais je ne prétends pas parler de l'Afrique, c'est pour ça, c'est-à-dire que c'est irrésistible aussi. C'est irrésistible quand vous voyez des récits d'explorateurs qui ont ce regard vraiment unilatéral. Malgré tout, il est fascinant parce que on découvre avec les yeux qu'on a nous en tant que citadins ce qu'est l'Afrique, ce qu'était l'Afrique en termes de foisonnance, de faune, de flore. Donc ça, ce côté fascinant, un peu voyeuriste. Mais ce que j'ai découvert surtout, et c'est ça moi que je voulais exprimer, donc je prétends pas m'approprier des histoires, des choses que je ne connais pas, mais c'est vraiment ça que je voulais dire. C'est si, non seulement l'homme africain est entré dans l'histoire, mais c'est qu'il y était déjà avant que nous on débarque dans l'histoire, et qu'on n'a pas voulu voir en fait. On n'a pas voulu le voir dans son histoire. Et c'est ça qui est fou. Moi, en fait, et en repensant à cette phrase, en retombant dessus récemment, je me dis, mais c'est déjà incroyable de dire ça, mais c'est incroyable d'aller dire ça à l'université chez Cantadiop. Donc une université qui a été créée en hommage à quelqu'un qui fait tout pour faire comprendre au monde que l'homme africain était dans l'histoire. Je me dis, mais c'est-à-dire que non seulement il dit quelque chose qui est faux, mais il ose le dire là-bas. Donc c'est de la provocation, c'est pas juste de l'ignorance, en effet c'est une provocation. La provocation, soit de la bêtise, mais oui, tu le gardes. Je sais pas. Oui, ça doit pas être au hasard. Pour lui, c'est pas au hasard. Et c'est étonnant parce qu'en fait, ça n'a pas été relevé plus que ça. Les gens ne se sont pas rendus compte à quel point c'était choquant qu'ils le disent là. Il aurait dit en France, à Paris, ça aurait été déjà pas terrible, mais ça aurait été bien différent. Et là, je me suis dit, mais ah oui, c'est là qu'il a dit ça, c'est fou. Donc, en fait, moi, si je peux juste combattre cette phrase, avec mon livre, et le suivant, je serais vraiment contente. Voilà. D'ailleurs, c'est Henri Guénaud qui a écrit le discours, je crois. Bah ouais, plus tard, il disait qu'il n'avait pas ce qu'il avait écrit. Ouais, c'est tout fou, hein. Enfin voilà, donc c'est mon ambition et c'est vraiment ça que j'aimerais faire. On se rend compte maintenant, si des phrases comme ça sont prononcées, à quel point elles sont
à Berry. Pour... Vas-y. Vas-y. Du coup, moi j'ai une question par rapport à la psychologie de Brazza et de Stanley. La même question. Ah, mais oui, c'est vrai que c'est intéressant ces situations. Dans tout le livre, j'ai l'impression que c'était des victimes finalement du système. Ils étaient contre l'esclavage, ils étaient utilisés par les Léopold II, par la France, etc. Et là, dans votre présentation, je vois que Congo, on vous décrit une autre facette de leur... Enfin, on les décrit comme des monstres, etc. Et pourquoi vous n'avez pas fait ressortir ça? Pourquoi on a l'impression que c'est des bons, ils sont des bons? C'est pas exactement ce que j'ai voulu faire ressortir, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir une certaine admiration pour ces personnages. En fait, aujourd'hui, alors moi ce que je trouve très dangereux, c'est quand on a un regard sur la colonisation qui est tellement compassé, tellement pseudo-culpabilisateur et culpabilisant qu'en fait on se dit mais c'est fini. Et donc la position aussi que j'ai voulu adopter dans le livre, c'est que non, c'est pas fini, ça continue. L'exploitation des ressources dans tous les pays fait que les pays les plus riches deviennent les pays les plus pauvres aujourd'hui et que c'est pas fini. Quand on se retourne aujourd'hui sur la colonisation, dans le meilleur des cas, donc il y a des gens que ça n'intéresse pas, mais ceux que ça intéresse en Occident, c'est vraiment pour dire ça a été horrible. Point. Et c'est fini. Et ça, c'est une grosse erreur, je pense, parce qu'aujourd'hui, toutes les guerres continuent sur ce fondement-là. Donc l'idée, c'est de montrer que le discours est le même. Et ces personnages, dont j'ai lu les biographies et qui ont vraiment, qui sortent quand même du lot par rapport à leurs contemporains et aux personnes qui fréquentent donc en Grande-Bretagne, en Belgique et en France, ce sont quand même des gens qui ne sont pas du tout comme le commun des mortels autour d'eux. Et là, on ne parle plus du tout d'origine, de couleur de peau, on parle juste de classe sociale. Donc on a affaire quand même avec un Stanley, à quelqu'un qui est vraiment né dans le ruisseau, qui est né bâtard, qui n'a pas connu son père, à peine sa mère, qui vient de rien, et qui a dû fréquenter les nobles en Grande-Bretagne, qui est une société mais vraiment sclérosée en termes de classe sociale. Et je trouvais ça très intéressant en termes de destin. Brazza, c'est très différent. Il y a une concurrence justement avec Stanley qui me semble amusant parce que Brazza est d'essence noble, il a fréquenté vraiment la haute société depuis sa naissance. Et donc voilà, cet affrontement de classe sociale, je le trouve très romanesque. Je voyais une série, si je me disais, je vois très bien ça dans un film parce que c'est des personnages vraiment très hauts en couleur. Et par ailleurs, ils m'intéressent parce que ce sont des gens qui vont sur le terrain. Donc c'est comme aujourd'hui quand vous avez un mercenaire ou un braconnier. Ce sont des gens qui certes agissent pour le mal, mais ils agissent. Moi, ce que je reproche, et c'est des gens que je veux pointer du doigt, ce sont des gens qui sont au-dessus, les commanditaires, qui ont le pouvoir, dont on critique rien en fait. C'est des gens qui sont au gouvernement, qui sont au Sénat, à l'Assemblée nationale, on ne dit rien, mais en fait ce sont eux les commanditaires, en fait, ou les grandes entreprises, les banques. Mais les gens sur place, les braconniers, on peut toujours dire, bah oui, mais c'est lui qui a tué la bête, c'est lui qui capture les enfants. Mais c'est le client le problème pour moi. C'est pas tant Brazza et Stanley, donc on peut déboulonner les statuts si ça fait du bien, mais moi je pense que c'est pas ma vision des choses, faut pas réécrire l'histoire, ils sont là, ils sont passés par là, il faut surtout voir qui les a envoyés là-bas. Et il faut surtout voir que les gens qui les ont envoyés là-bas, ils sont toujours là, à la tête des États, à la tête des grandes entreprises. Donc c'est aussi volontaire de faire ça comme ça. Ces gens-là ont un côté monstrueux, un côté héroïque, mais le héros n'est pas forcément une personne bonne. C'est quelqu'un qui est en avant et qui a un destin hors du commun. Donc oui, c'était volontaire. Moi, je me suis attachée à eux, mais je voulais surtout qu'on voit les gens derrière. Mais est-ce qu'ils voulaient réellement éradiquer l'esclavage? Ils croyaient vraiment Non, j'y crois pas. Voilà, non, moi, j'y crois pas. Mais parce qu'ils le répètent souvent dans le livre, en fait, on finit par le croire. Et... Alors, parce qu'il a été présenté comme ça, et c'est marrant, il a été présenté comme ça, Brazza, par René Maran, un Antillais. Alors que non, moi je pense pas, mais les biographies qu'on lit de Brazza jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça va évoluer. Mais c'est ça, on le présente comme le gentil par rapport au méchant Stanley. Non, mais ils avaient la même intention, en fait, ils servaient le souverain, ils servaient les intérêts de leurs employeurs, donc je suis pas sûre. Mais c'est pas pour autant que ce sont des gens à classer complètement dans le côté sombre de la force. Je pense moi vraiment que celui qui a le pouvoir est à remettre en cause. Moi j'ai pas vu la résistance de Brazza comme
comme quelque chose de oui, parce que derrière, il disait qu'il était un moyen de résistance parce qu'il n'avait pas de moyens. Enfin, il mettait la pression à son niveau, quoi. Il attendait d'avoir plus de moyens, et en attendant, mais sinon c'était pas un héros en tant que tel. Alors pas pour l'instant. Brazza, alors il y a une bande dessinée qui est sortie après mon livre, j'étais très énervée parce que elle a vraiment, je ne l'ai pas lu encore, elle a l'air super, c'est sur justement l'épisode en 1905 où Brazza est missionné par le gouvernement français pour aller voir ce qui se passe au Congo français, en Afrique équatoriale française, parce que c'est ça aussi dans les suites. Ça va être peut-être plus intéressant politiquement parce qu'en 1908 éclate vraiment la campagne de presse contre Léopold II et contre sa gestion personnelle de son entreprise Congo. Et la France se dit à ce moment-là, c'est compliqué là, si on veut garder notre colonie, il faut peut-être qu'on fasse attention, que ça ne nous éclate pas, que ça ne nous saute pas à la figure à notre tour. Donc on va essayer de voir comment ça se passe, si c'est bien géré ou si au moins on peut étouffer les affaires qui peuvent sortir. Donc il dépêche Brazza, qui est alors en Algérie, pour aller enquêter, pour aller faire un rapport sur la gestion du Congo français. Et donc là on est en 1904, et donc Brazza repart au Congo, et là il se rend compte que c'est l'horreur, que la gestion française n'est pas mieux que la gestion de Léopold II, et il rédige un rapport qu'il cache dans une valise Vuitton à double fond, qu'il emmène avec lui sur le bateau, et le problème c'est qu'il meurt en route. Donc il ne peut pas aller remettre le rapport au ministère, mais c'est son assistant qui arrive au ministère avec la mallette. Donc ça fait toute une histoire parce que la mallette est tellement bien faite qu'on ne voit pas le rapport. Ils font venir Vuitton qui arrive au ministère et qui arrive à exhumer enfin le rapport que le ministre parcourt et se décompose au fil des lectures. Et en fait il se dit mais si ça sort, mais on est foutu. Comme Léopold II, c'est-à-dire qu'on va devoir rendre le territoire. Enfin le rendre à qui? On ne va pas quand même le rendre aux Africains, enfin, c'est impensable, on ne va pas le vendre aux Anglais. Enfin, et donc Brazza, et le ministre décide de mettre le rapport au coffre. Et ce rapport, donc écrit en 1904, a été édité par une historienne qui s'appelle Catherine Kokry-Vidrovitch en 2014. Voilà, donc, je pense qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Si. Voilà. Donc, moi je l'ai commandé, je l'ai lu, j'ai été de nouveau bouleversée. Je me suis dit, ouh là là, là il faut vraiment que je me mette vite à la suite parce que personne n'en parle, personne ne le sait, et on pense encore une fois que le gros méchant c'est Léopold II et c'est le seul, et que la colonisation c'était pas bien parce que Léopold II il a vraiment mal géré son affaire, mais sinon, bah non, c'était pareil partout. C'est le principe, c'est un état totalitaire, c'est un totalitarisme, et Brazza a dénoncé ça. Donc en fait, juste pour ça, sa présence sur Terre est valable. Je me dis, Brazza a racheté quoi qu'il ait pu faire, quel pouvoir qu'il ait pu servir. Brazza, il a fait ça, il a rédigé ce rapport. Et aujourd'hui, on peut lire ce rapport. Depuis 2014, de 400 ans plus tard, 110 ans plus tard, on peut lire ce rapport et je trouve ça incroyable. Donc en fait, Brazza a une partie héroïque en lui, même si de son vivant, il n'a pas... Ces erreurs qu'il avait commises parce que personne ne l'a envoyé là-bas. Enfin, après, il a été utile. Il a eu une utilité. Moi, je vais peut-être rebondir sur ça et en mesurant un peu mes paroles, parce que ce rapport, je ne l'ai pas lu. Il y avait un reportage de Arte, justement, sur ces personnages-là. Et ce que moi, j'ai cru comprendre qui ressortait de ce reportage-là, c'est qu'il y avait une sorte de... comment dire, une sorte de réhabilitation de ces figures-là en Occident. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pas seulement Brazza, mais aussi Léopold II, à un moment donné, tout le monde était à peu près d'accord que c'était affreux. Et puis, petit à petit, dans les genre moment même où ça s'est passé, le gars il a été anobli, etc. Alors que voilà. Donc, à un moment donné, tout le monde était à peu près d'accord que c'était des affrontements, des décolonisations, etc. Mais maintenant... À quel moment au moment de la des décolonisations, exactement. Voilà. Donc tout le monde avait l'impression qu'on était d'accord sur le fait que si les Africains se sont battus, etc., maintenant ils veulent... C'est que cette période-là, y compris tous les acteurs de cette période-là, c'était des pourritures. Et
depuis un certain moment, on commence à réhabiliter, Léopold II d'ailleurs, voilà, il a des statues, etc. En ce qui concerne précisément de Brazza, il y a quelque chose qui se passe au Congo depuis un certain temps. On déterre des corps en Algérie, on les enterre au Congo, maintenant on veut les déterrer du Congo pour les ramener je ne sais pas où. Et il y a une mobilisation au niveau des Congolais, je sais. Il y a eu des marches parce que de Brazza, par exemple, on lui a construit un mausolée, mais vraiment immense au Congo, de plusieurs millions de francs dans un pays où les gens sont dans une certaine situation économique. Donc les Congolais ne comprennent pas, on lui a construit un mausolée, on lui a construit une statue, etc. Donc les gens, c'est comme une... Et c'est fait de la part de leur chef d'État, le président du Congo qui a fait ça en association avec l'ambassade de France au Congo et plus d'autres associations, etc. Donc les gens ne comprennent pas ce qui se passe. On dit, mais c'est des gens, on sait qu'ils nous ont fait du mal, et maintenant on essaie de expliquer que finalement, quelque part, ils avaient quand même un côté qui était quand même humain, et quelque part, voilà. Donc c'est un discours qui est on est ici et maintenant au même endroit, mais vous et moi, quelque part, moi je suis née au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, etc. On a une perception qui est complètement différente de ces gens-là et qui peut-être ne pourra jamais se rencontrer, mais on peut discuter dessus. On peut discuter dessus. Voilà. Donc pour moi, jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Non, mais très bien. Je comprends très bien cette question-là, mais alors justement, moi je trouve que c'est une question politique très importante que vous soulevez. Parce que qu'est-ce que vous pensez, vous pouvez critiquer Brazza, mais qu'est-ce que vous pensez de tout le gouvernement français, du gouvernement britannique, belge, de tout le gouvernement, de tous les gouvernements occidentaux? Pourquoi pointer du doigt Brazza et respecter même le président actuel? Alors aucun respect possible, il n'y a pas de respect. Voilà, alors pour moi c'est un package, on n'enlève personne de ce package-là. Ils ont été complices de Brazza, c'était... Et Stanley, c'était tout simplement des mercenaires. Nous, on les voit comme des mercenaires qui savaient exactement ce qu'ils allaient faire là-bas. Ils étaient payés pour ça, ils en avaient pleinement conscience et ils ont accepté le job. Ils ont fait le job. Ils ont été payés pour ça. Voilà. Donc, si de Brazza, vous me dites, je vais aller lire le rapport, peut-être ça me réconcilie un tout petit peu avec sur lui. Si vous me dites que qui sait racheter un tout petit peu à la fin de sa vie, on n'a pas beaucoup parlé, moi je vais dépendre. Mais non, mais vous imaginez bien qu'on n'en parlera pas. Voilà, c'est ça qui me fout. Voilà, donc sur le roman, ça se fait beaucoup. Voilà, donc voilà. Et c'est ça d'ailleurs, excuse-moi de te couper, c'est ça qui ressort beaucoup dans le roman par rapport au personnage de Stanley qui m'a profondément. Enfin, j'ai détesté ce personnage. Alors déjà, je détestais le nom en apprenant ce qu'il avait fait. En rentrant dans sa psychologie, c'est encore pire. Et en fait, il y a, qu'on le veuille ou non, il y a comme une volonté d'humanisation, comme une volonté de se dire j'ai fait ça, c'est vrai, j'ai fait des bonnes choses aussi. D'ailleurs, demain, vous verrez, je serai jeté. Il y a un passage comme ça, je ne vais pas dire tout, mais demain, je serai jeté aux orties, c'est moi qui vais tout prendre. Mais en fait, je ne suis pas tout seul à ce point. Je comprends. Vous voyez? Mais ça, je l'assume, parce que c'est vraiment mon choix, et de dire que celui qui est sur place, c'est comme. Voilà, prenez les pires ordures de l'histoire dans tous les pays, et bon, enfin non, parce que certaines pires ordures avaient vraiment le pouvoir entre les mains, donc c'est très différent. Ces ordures-là, disons. Alors, Stanley, on peut critiquer Stanley, évidemment, mais je trouve que le respect pour la reine Victoria, il reste assez intact. Et moi, c'est ça qui me choque, c'est le respect qu'on continue d'avoir pour les gouvernements de tous les pays. On continue d'aller voter en se disant la démocratie, ça passe par là. Et enfin en Europe, et puis comme ça on regarde les pays africains qui ne savent pas organiser les élections, oh là là mais ils n'y arrivent jamais du premier coup, il faut les surveiller. On a Le Drian qui donne son avis sur les élections congolaises en disant ça s'est très bien déroulé cette fois-ci, mais de quoi je me mêle. Donc nous on a le monopole en Europe des bonnes élections et tout ça, et on respecte les gens qu'on élit, on respecte tous ces figures, et je ne comprends pas ce décalage. Donc moi ce que j'ai voulu faire aussi, c'est peut-être maladroit parce que pour le coup les autres gouvernements ne sont pas trop écornés à part Léopold II, donc c'est la seule figure, il prend cher. Parce que pour le coup il avait le pouvoir, et le pire est encore à venir parce que là il est encore calme. Mais moi c'est cela que je veux dénoncer en fait. Et comme moi je trouve que donc, il y a une réhabilitation
depuis quelques années des personnages. Donc Léopold II, il a une rue dans Paris, il a des statues à Bruxelles. C'est quand même le roi respecté qui est toujours dans... Enfin, c'est la dynastie de Léopold II qui est toujours au pouvoir, donc c'est un peu compliqué pour eux, en plus de dire que c'était une ordure finie. Mais ils y arrivent un peu. Hein. Et les Belges, je trouve qu'ils arrivent quand même à prendre beaucoup plus de recul qu'en France sur leur histoire. Donc, voilà, moi, je comprends vraiment ce que vous dites et je suis contente d'en entendre parce que c'est très intéressant d'avoir ce point de vue qui est plus que tempéré. En fait. Ici, c'est vrai qu'on a un regard même très froid sur ces personnages d'exploration. Mais moi, ma bête noire, c'est les gouvernements. Mais je comprends. Du coup, je comprends mieux votre approche avec cet échange qu'on a maintenant. Je me mets dans une position d'occidentale, en fait. Voilà. Et je comprends, en fait, que ce que vous exprimez, c'est qu'on a, en fait, des véritables salopards qui ont fait le travail par derrière, etc., et qui, quand ça s'est gâté, ont mis 2 ou 3 personnages en avant en disant voilà les mauvais, désolez-vous, et puis voilà, ça s'arrête là. Et c'est vrai que vu comme ça, je suis assez d'accord avec vous. Il peut y avoir plusieurs points de vue et quelque part on se retrouve. Mais non, mais c'est intéressant parce qu'en effet, l'idée, justement, ça m'embête que certaines personnes, mais vous avez raison, puissent se dire, enfin puissent sortir du livre en se disant donc elle est indulgente envers ces personnages, donc peut-être envers la démarche colonisatrice. Et je veux surtout pas donner cette idée-là, mais encore une fois, j'ai pas tout dit. Mais là, c'est que je vais peut-être une dernière question. C'est vraiment la dernière de la dernière. Donc en tant que juge, en fait, je me mets dans la place du juge dans un tribunal. Vous venez avec... Vous m'aviez pas dit que c'était un... Non, c'est pas vous. Non, c'est pas vous quand même. Donc, on m'amène Stanley et puis de Brazza. J'ai lu l'affaire, etc. On m'explique ce que les gars ont fait, les faits, etc. C'est peine de mort. Voilà. Et puis après, il y a un avocat qui vient et dit non, attendez, écoutez, j'ai quand même le profilage psychologique de ces gars. Vous expliquez ce que vous expliquez. Finalement, les gars, ils ont quelques circonstances atténuantes qui font que la peine sera réduite. Donc en gros c'est ça. Donc d'une part, on aura la partie civile qui est représentée par l'Afrique, qui va dire mais c'est un scandale, hein. C'était des affreux, ils méritaient la peine de mort. Quelque part on a la famille qui va dire mais oui, vous avez quand même pu les voir dans la globalité de leur humanité, etc. Et que peut-être que la peine qui sera appliquée et qui sera un peu plus légère, c'est celle qui correspond. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire. Maintenant, je vais faire en sortant d'ici, je vais dire autre chose. Florian, moi je voulais dire, parce que ce que je viens de dire est très pertinent, dans la mesure où en fait, l'Europe a toujours parlé au nom de l'Afrique. Elle continue toujours à parler au nom de l'Afrique. Et il serait temps maintenant que les Africains se réapproprient leur histoire. Qu'ils voient l'histoire à travers leur propre perception. Bien sûr. Ouais, parce que, par exemple, vous prenez le cas de Gaulle. De Gaulle, il est héros en France ou partout, mais en Afrique, moi, de Gaulle, moi je trouve qu'il est ignoble, ça, de Gaulle. Bah oui, je comprends, avec son ami comme Figaro, tout personnage. bien sûr. Ouais, c'est une perception, c'est une perception. Bien sûr, mais non, mais comme disait Gabriel, c'est... En fait, il faut aussi qu'on donne la parole, c'est-à-dire qu'à un moment qu'on se tourne vers d'autres populations. On en parlait tout à l'heure. La parole, la donner peut-être pas, non, mais l'entendre. Il faudrait peut-être qu'on l'arrache aussi. À un moment donné, oui, il faut l'arracher. Mais après, la parole, elle a été arrachée. Mmh. Est-ce qu'elle est diffusée? Non, mais voilà, elle n'est pas diffusée. Le problème, c'est le taux de pénétration. Les gens parlent en Afrique, les gens écrivent en Afrique. Mais où est-ce qu'arrivent ces publications? Où est-ce qu'arrive cette parole? Là, juste là, aujourd'hui, on est combien? Si on se regarde, là, on est combien pour entendre ça? Après, que va devenir ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui? Et pourtant, c'est capital. Donc, les Africains parlent, les Africains écrivent. Mais tant que le pouvoir sera concentré dans une certaine partie du monde, ben, on continuera à parler, à crier dans le vide. C'est ça en fait. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. En fait, je me posais la question de savoir
quel a été l'accueil de votre livre, de votre roman. Et surtout, au début, vous expliquez que vous avez fait toute votre démarche, vous avez beaucoup lu, ça a changé votre perception, et que vous aimeriez transmettre ça, et que d'autres personnes changent aussi leur perception. Et moi, quand je lis le roman, quand je vois sa taille, je me dis, il n'est pas du tout accessible, en fait. Donc, comment on peut amener, comment on peut réussir à ce que d'autres personnes aussi changent leur perception, apprennent et connaissent même l'histoire de la colonisation. Parce que moi, je disais au début que j'ai fait des études d'histoire, j'ai fait spécifiquement le choix de choisir l'histoire de la colonisation, mais je sais que j'ai des amis qui sont aussi d'origine africaine et qui ne savent pas du tout tout ça. Donc moi, je me demande, à chaque fois je participe à des événements, on discute, comme vous disiez tout à l'heure, et finalement ça reste entre nous, on va essayer d'en parler à droite à gauche, mais les gens n'ont pas... Enfin, nous, on a cette curiosité-là qui vient peut-être de notre famille, de notre éducation, de notre curiosité naturelle, mais comment on fait pour démocratiser et apporter aussi un peu ça aux gens, en fait? Mais c'est... non, mais là, c'est une question très vaste. Moi, je n'ai pas la prétention de résoudre ce problème. En revanche, c'est un problème qui concerne tout le monde, parce que quelles que soient les origines qu'on a, la plupart des gens s'en fichent, en fait. Vous pouvez venir, en effet, du Cameroun ou de la Creuse. La plupart des gens n'ont pas envie de savoir ce qu'ont vécu les grands-parents et les ancêtres, donc c'est dommage pour beaucoup tout le monde. Ouais. Beaucoup de monde. Je sais que dans ma famille, il y en a beaucoup. Mais chez tout le monde, on ne parle pas des choses qui ne vont pas, en fait. Après, c'est pas la même chose. Oui, la douleur d'une histoire. Des fois, ça Et en termes de diffusion, en termes de diffusion, comme le disait Aurore tout à l'heure, moi, si je fais quelque chose que j'estime étant mal, je ne vais pas laisser mon système de diffusion de paroles laisser parler les victimes. Du coup, la question après, c'est comment s'organiser pour se faire entendre. Parce qu'au final, on parle. Alors aujourd'hui, moi, après, c'est de ma formation, les réseaux sociaux m'aident beaucoup à entendre en suivant les bonnes personnes. Mais c'est vrai que peut-être, parce que c'est pas jamais les oppresseurs n'ont voulu donner une place à la table aux opprimés. Ça n'arrivera jamais. Tu rentres pas par la grande porte. Donc du coup, la question après, oui, ça amène à réflexion, mais c'est pas, je pense pas que ce soit que ce sera le pouvoir en place qui va nous aider à nous exprimer. Et surtout, c'est pas une question d'aujourd'hui. Tu attaques le livre. Non, d'accord, non, mais c'est une façon de parler. De façon générale. En disant il est inaccessible. Mais en fait, là, je vois ce livre comme la lettre de George Washington, William, c'est sa lettre ouverte. Et pourtant, elle n'était pas si longue que ça. Elle était accessible, diffusée. Mais qu'est-ce que les gens, ils ont fait, en fait? C'est qu'ils lui... Puis, campagne de médiatisation pour le décrédibiliser. Et puis, c'est tellement invraisemblable, au final, que les gens se disent, non, mais c'est... C'est pas possible, force du roman aussi. La question, c'est pas vraiment les 750 pages, hein, parce que quand on est vraiment curieux, on s'y colle en fait. Dit-elle. C'est même pas la question. Ouais. J'ai pas la prétention d'apporter la réponse à cette question parce qu'effectivement elle est vaste. Après, il y a quand même une différence entre ce qui se passait avant et maintenant. Comme disait Christelle, il y a les réseaux sociaux déjà qui aident. Il y a aussi cette jeunesse dont je fais plus partie. Et c'est à vous d'essayer d'aller un peu plus loin que les précédents et ainsi de suite. Déjà, le fait qu'on soit là, c'est une forme de réussite et il faut la continuer, il faut continuer à parler. J'ai regardé un documentaire la semaine dernière des femmes et des hommes qui parlaient de la position de la femme un peu dans le monde et ne fût-ce qu'au niveau des conflits qui existent dans le monde. Lorsqu'on veut trouver des résolutions à ce conflit, on faisait remarquer que dans toutes les sphères de pouvoir décisionnaire, il y avait très peu de femmes, ou quasi pas du tout. Et que du coup, dans la résolution des conflits dans le monde, c'était assez difficile d'exclure, on va dire, la moitié de la population mondiale pour chercher à résoudre des conflits dans lesquels, justement, cette moitié est impliquée. Et on disait que la présence des femmes à cette table était importante parce que tant qu'on n'entendait pas les victimes de ces conflits, on ne pouvait pas vraiment les résoudre. Et là, c'est pareil. Pour les problèmes qu'il y a en Afrique, tant qu'on n'entendra pas vraiment la voix des Africains, on va continuer à tourner en rond. Donc c'est à nous de donner de la voix à nos enfants et ainsi de suite. Et il y a quelques temps, on était esclaves. Aujourd'hui, on peut se retrouver dans une salle, un hôtel et parler. Donc il y a quand même un grand pas qui a été fait. Et il faut continuer, ainsi de suite. C'est une forme
de réponse, on va dire. Moi, j'ai une question en fait, qui m'a vraiment frappée dans le roman, c'est la façon dont tu parles de l'aspect commercial. C'est-à-dire que c'est vraiment une question d'argent. C'est-à-dire qu'on pourrait poser... Enfin, après, voilà, il n'y a pas longtemps, je lisais un article qui demandait à des étudiants dans une ville de province, à des enfants de CM2, de pouvoir parler des bienfaits de la colonisation. Et en fait, c'est passé ce truc, oui. Et du coup, moi j'ai trouvé très intéressant en fait que tu puisses accentuer justement cet aspect commercial d'argent, parce que même quand on est dans la tête de Léopold II, j'ai vraiment pas aimé être dans sa tête à cet homme. C'était pénible. Mais par contre, j'ai retenu certaines choses. C'était un maître de la com. Il était vraiment très doué là-dessus. Je ne vais pas exprimer d'admiration parce que j'en aurais jamais pour cet homme-là, mais il maîtrisait la communication et il maîtrisait toutes les personnes, tous les gouvernements, quand il organise ses conférences. Enfin, c'était vraiment... C'est un fin manipulateur, quoi. Voilà, un manipulateur. Et donc, voilà. Et je voulais vraiment que tu puisses, du coup, nous parler un petit peu de cet aspect commercial, parce que même à un moment donné, je crois que Stanley, il va pour délivrer vous voyez, Émile Pacha, exactement, je suis vraiment désolée. Et donc, du coup, il y a son ami qui vient, qui lui a le pouvoir commercial, et aussi la façon dont ils sont tout le temps en train de chercher des fonds pour pouvoir y aller. Et du coup, la question qui paye, je voulais que tu rebondisses un peu sur ça. C'est un moment. C'est en effet c'est un axe, pareil, c'est comme voilà, la bête noire, c'est les gouvernements, pour moi, c'est pas les mecs sur place qui vont vraiment sur le terrain, c'est les mecs qui financent. Le problème, c'est l'aspect commercial, il est très intéressant, c'est-à-dire que pareil, dans la traite, le problème n'est pas uniquement, alors attention, je dis bien uniquement l'homme qui va capturer, c'est le client. Moi, le problème, c'est qu'il faut suivre l'argent pour savoir qui est le responsable d'une politique souvent désastreuse, parce que c'est là qu'est la vraie raison. Et donc, bon, là, en l'occurrence, c'est une opération plutôt entre occidentaux, quoi. Il va chercher un gars qui est d'origine autrichienne, donc ça se passe entre eux, et c'est financé par des Britanniques. Mais toutes ces campagnes-là sont financées par, soit par des entreprises, là c'est une entreprise privée d'ailleurs, mais sinon à l'époque c'était financé par les gouvernements, donc par les États, donc par les contribuables. Donc pour que le contribuable paie des campagnes comme ça, des campagnes de colonisation, pour que tous on y aille de notre poche pour aller ravager des pays, ben, il faut qu'on ait envie. C'est-à-dire que si on savait que notre argent allait au massacre de population, on ne paierait pas ses impôts. Et donc toute l'action d'un gouvernement, c'est de faire payer ses impôts aux contribuables pour pouvoir mener ses guerres. Et l'aspect commercial, pour moi, il est primordial. C'est-à-dire que l'esclavage, puis la colonisation, c'est aussi avant tout une question d'argent et à qui ça profite. Et encore une fois, quand on voit des magnifiques musées dans Paris, je ne sais pas si vous connaissez le musée Nissim de Camondo, près du parc Monceau, le musée Jacques Marandré, fin 19e siècle, Art Nouveau, c'est beau, c'est magnifique, ça flamboie dans tous les sens. Mais d'où vient l'argent? L'argent, il est là. C'est d'autant plus vrai qu'il y a un historien africain qui n'est pas mainstream, donc qui n'est pas très connu. C'est un monsieur qui doit avoir 80 ans aujourd'hui, grand résistant, qui a d'ailleurs été primé par la scène littéraire il y a 3 ans, qui s'appelle Bwemba Bong. Je vous écrirai ça, qui a écrit un livre dont le titre résume ce que vous dites. À propos de l'esclavage, ça s'intitule « Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe ». Autrement dit, il fait un parallèle entre l'esclavage hier et la quête du pétrole aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est l'énergie, c'est la matière première. On parle de la révolution industrielle ici, comme ayant commencé avec la mécanisation et tout ça, mais l'esclavage est très très marquant de ça, parce que, moi si je me suis posé la question, les critiques à l'encontre des Africains, c'est de dire, oui, ils se victimisent, oui, ceci, cela. Et ils ont participé. Alors, Bwemba Bong a écrit un livre magistral. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Et quand nous avons fait l'émission, il avait insisté pour que dans le titre de l'émission, il y ait l'expression « la dynamique ». Et c'était la dynamique de l'industrie esclavagiste. C'est très important. Dynamique, industrie, esclavagisme. Autrement dit, comme dans tous les mécanismes d'occupation, quand l'adversaire est plus fort, quand tout est détruit, parce que la destruction de l'Afrique est
antérieure. Elle est faite par les Arabes. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. C'est l'Arabe qui affaiblit à ce point l'Afrique qu'elle cède enfin aux Européens ce que Constantin n'avait pas réussi face aux Candaces, qui étaient des femmes nubiennes, 5e siècle. C'est-à-dire le 1000 ans avant. L'Afrique a reculé, c'est-à-dire que notre frontière naturelle, c'est pour ça que l'Égypte est importante pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas une réappropriation de quoi que ce soit, c'est notre frontière contre le monde. Puisqu'à ce moment-là, il y a une frontière terrestre entre l'Égypte et le reste du monde. Ce qu'on oublie. On marche par le désert, on marche à pied. Donc à ce moment-là, ça va se passer à pied. Depuis 700 ans avant Jésus-Christ, les Hyksos, les premières attaques contre l'Égypte, ça dure très longtemps. Jusqu'en 30 après Jésus-Christ, par les Romains, les Grecs, les Romains, les Arabes. Très bien. Et les Arabes arrivent au Soudan. Le Soudan n'est pas le Soudan actuel. C'est toute l'Afrique noire, disons. Al Soudan, le pays des Noirs. 9e siècle. 11e siècle, il y avait des confréries musulmanes au Sénégal. 11e siècle, au Sénégal. Et le Sénégal, ce n'est pas celui actuel, c'est tout ce qui est Sénégal, Mali et tout. La charte de Kouroukan Fouga, c'est au Mali, 12e siècle. Le roi Soundiata Keïta qui a interdit l'esclavage. Pourquoi je vous dis ça? L'Afrique a résisté, y compris aux Romains, pendant des siècles. Mais attaquée, elle a reflué. Si les gens se retrouvent aujourd'hui dans des broussailles plutôt que dans des cités qui existent dans tous les écrits des explorateurs, au XVe siècle, nous sommes encore au même niveau que l'Europe de développement. Puisque les villes, quand les Portugais, ils ont décidé, il y a des lithographies, il y a des représentations, les villes sont plus impressionnantes là-bas, même les châteaux forts existaient. Donc, quand ces gens sont affaiblis, il ne leur reste plus d'eux que le souvenir de ce qu'ils étaient. Une espèce de conception, je dirais, métaphysique de la vie. C'était des espèces de théocratie, mais dans une tolérance. C'est pour ça que les gens ont pensé à l'animisme. C'est-à-dire que nous croyons dans tout et rien du tout, finalement. Non, nous respectons la croyance de chacun. Et nous croyons que la nature, il y a de l'égyptien nature, Medou, Néter, la parole de Dieu, la nature, est la parole de Dieu. Et chacun l'entend à travers ce qui est devant lui, qui veut vénérer. C'est une parcelle du Créateur, de la création et de la totalité, puisque le tout et le grand, ils sont liés. Quand vous arrivez en 1600, en 1500, en 1432, premier navire du côté du Nigeria, Calabar, comme par hasard, plus ça se répète, hein, c'est la partie qui touche Boko Haram et tout ça aujourd'hui. Ce sont les mêmes routes. Boko Haram, le Tchad, la Libye, ce sont les mêmes routes. Parce qu'en fait, c'est structurel. Là, on a cassé la racine d'une identité, d'une nation, c'était des nations. Il faut recoller les morceaux. Hein. Ça prend du temps. D'autant plus que, vous faites bien de le dire, ça n'a jamais cessé. Et effectivement, depuis ce temps-là, c'est du commerce. Comme Moussa et ses Tador, c'est du commerce. C'est-à-dire que la puissance, quand quelqu'un nous dit la violence est le moteur de l'histoire, évidemment, c'est très ancien. Donc, la force, la souveraineté, la puissance et la richesse vont toujours le faire. Au fur et à mesure que ce commerce était florissant, l'Europe s'enrichissait et c'est connu. Toutes les villes, si vous allez à Bordeaux, ils ont fait un petit effort, il y a un petit musée à Bordeaux qui a essayé de dire oui, avant ça, etc. Nantes essaye aussi plus. Bon, très bien. Mais la richesse est proportionnelle à l'intensité de ce commerce. Et d'ailleurs, l'abolitionnisme humanitaire, il y a un grand débat. La guerre entre le Nord et le Sud aux États-Unis, c'est peut-être aussi la guerre pour arrêter l'esclavage, parce qu'il y a un dumping des États du Sud, et donc il plombe l'économie. Oui, c'est du commerce. Et qui est arrivé jusqu'à la réification de l'humain. Parce qu'à cette époque, la conception de la vie, c'était autre chose. Non pas que nous étions parfaits, mais nous étions chez nous. Nous vivions nos vies chez nous. On aurait pu envahir le monde autrefois, puisqu'on en avait les possibilités. Mais c'est une autre conception de l'existence. Il y a toujours des affrontements entre des voisins qui rivalisent, etc. C'est humain. Et plus on est nombreux, plus on est fort. Mais pour être nombreux, il faut soumettre. Mais c'est le traitement de l'humain qui est au cœur de tout ça après. Oui, il y a eu l'argent, il y a aussi une philosophie. Parce que la tentative de faire disparaître
l'Africain de l'histoire explique beaucoup de choses. Ça commence par la religion. Quand on dit civilisation judéo-chrétienne, on oublie de dire qu'ils ont tout appris ailleurs. C'est ça la vérité du christianisme lui-même, dans ses fondements, tout ça, c'est Osiris, ici, tout le bazar est écrit. Mais personne ne veut dire, mais le credo, c'est la prière que Pharaon répétait le matin, etc. Ça existe, c'est-à-dire, c'est littéral, mot à mot, mot pour mot. Quand on veut effacer, on efface physiquement. Mais non, il y a une résistance, c'est là. Maintenant, on efface les symboles, les traces, les marques, les ceci, les cela. Bon, on en est là. Mais comme nous renaissons toujours, nous sommes là. Il y a eu Obama, voici Sibendia qui est arrivé là. On est ensemble, comme quelqu'un avait dit. Donc voilà, c'est du commerce. C'est arrivé trop loin. Mais c'est très ancien, parce que quand on nous parle du XVIe siècle, on oublie 1000 ans. Peut-être plus. Ce sont des assauts parce que l'Afrique, c'est le pays du miel et du lait. C'est le jardin d'Éden, c'est le paradis, c'est ça. Qui avait tout, qui a toujours eu tout, il fait beau, il y a tout. Et puis, il y a tout. On ne souffre pas pour manger. Derrière ta maison, il y a un arbre qui te donne à manger, il y a tout. On ne souffre pas, vous imaginez, avant qu'on découvre des techniques d'agriculture, comment il a pu être difficile de manger ici. Vous imaginez ça? Parce qu'on oublie, on se fait oublier les choses pour laisser croire qu'on a toujours été comme ça. En 1949, quand on avait Pierre Pleur là, il n'y a pas de toilettes à Paris dans les maisons. Il n'y a pas. Il n'y en avait pas. Je rebondis sur ce que tu dis, et ce sera ma dernière question. Je sais que je dis souvent ça. Non, c'est juste la troisième fois. Ma dernière question, avant la pause, en fait, pour Jennifer, c'est que je suivais cette interview que vous avez donnée sur TV5 Monde, et je me rappelle qu'à un moment, vous dites aux journalistes, et c'est un peu le thème aujourd'hui, hein, vous dites aux journalistes, il faut comprendre le passé, en fait, pour se rendre compte des enjeux actuels. Et à ce moment-là, je pense qu'il n'y avait plus assez de temps. Le journaliste a un peu coupé, peut-être qu'il s'en photo aussi. Parce que... voilà. Je vais rebondir. De quels enjeux actuels? Est-ce que vous en avez un à l'esprit particulièrement? Non, pas un seul, mais tous. Enfin, la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Syrie, par exemple, c'est les mêmes mots qu'on retrouve aujourd'hui, que j'ai retrouvés. Enfin, j'ai eu la chance, moi, de tomber sur ces articles de journaux. C'est pas moi qui les ai découverts, hein, mais on voit la même chose. Il faut aller aider un peuple qui est opprimé par son président, par son chef d'État, mais laissez-les. Mais qui on est, et en fait, il est parti Gabriel. Pourquoi aussi il y a des figures qui sont plus ou moins rendues plus subtiles, comme Stanley, tout ça, parce que voilà, ce qui me dérange, c'est que ces gens-là ne portent pas de discours. Ces gens-là sont vraiment des hommes d'action. Ils n'endossent pas la bannière droits de l'homme. Donc, vous pouvez leur reprocher ce que vous voulez, mais pas l'hypocrisie. Or, quand on parle de droits de l'homme, en fait, quand on essaie de construire cette Europe où chaque pays individuellement, ou les États-Unis qui se posent en défenseurs du monde, de la démocratie, le problème c'est qu'ils ont oublié, ou en tout cas ils cachent, ils sont cadrés de manière à ce qu'on ne voit pas les pieds dans le sang. Et l'Europe c'est ça. Et aujourd'hui encore, quand on va faire la guerre à un pays en disant officiellement que c'est pour aider un peuple comme le Koweït à l'époque, les pauvres Koweïtiens, ils étaient quand même, ils roulaient sur l'or à l'époque, c'était pas un petit pays malheureux. À chaque fois qu'on va défendre un peuple, en fait on sait très bien, mais en fait quand vous le dites, en plus les gens disent bah oui on sait que c'est pour les ressources, bah oui mais si vous le savez, pourquoi vous acceptez? Pourquoi vous continuez de financer ces gouvernements qui vous mentent, qui vous disent on y va pour aider les pro-syriens, les défendre contre Daesh, contre Bachar el-Assad, c'est pareil partout, en Irak, en Centrafrique, enfin, c'est pareil dans tous les pays, alors qu'en fait la vérité c'est juste on a besoin de ressources, la question elle n'est que là. Donc les gens ils sont finalement complices entre guillemets. Ben oui, parce que on est tous, on n'a pas le choix, on n'a pas vraiment le choix. Après, soit on a conscience des choses et on essaie de minimiser ses impacts financiers,
fait la révolution. Alors je sais pas comment, parce que c'est pas mon rôle. Moi j'ai choisi d'écrire, hein, c'est confortable, c'est plus facile. Et chez les jaunes, mais pourquoi pas? Voilà, on peut se réveiller contre ces gouvernements qui nous mentent. On peut ensuite dire, oui, bah, on fait quoi sans pétrole, on fait quoi sans gaz? L'Algérie avait quand même, il y a encore Total qui exploite le gaz naturel, donc les élections sont importantes autant pour nous que pour eux. Je sais pas moi, je sais pas ce qu'on fait sans pétrole, mais il se trouve qu'en plus ça pollue, donc en fait c'est fou, mais on marche à l'envers. On va exploiter des ressources qui ne devraient plus être exploitées en asservant des peuples ou en les essayant soi-disant de les retirer au joug de leurs dictateurs. C'est ce qui se passe dans la plupart des pays d'Afrique encore aujourd'hui. Donc voilà, moi je suis très floue, mais je suis un peu, cette question me tient vraiment à cœur. Et depuis que j'ai fait mes recherches, ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Question commerciale en fait. Est-ce que ce ne serait pas aussi sa dernière question? Du coup, on va faire une pause. Ah bon, on va aller se restaurer un peu. Et on reviendra, peut-être qu'on va passer en Amérique. Finalement, c'est un petit-fils de l'Afrique qui fait la première grosse dénonciation. Alors si je... Oui, quelque part, hein, bien sûr. Hein. Oui, c'est. Alors lui, il se perçoit pas comme ça parce que. Tout à fait. C'est. Mais c'est non, mais c'est intéressant parce que il se démarque. Aux États-Unis, on peut pas se démarquer du peuple noir si on a un 8e, parfois un 16e, parfois un 32e de son noir. De toute façon, il a beau être très clair, c'est un nègre quoi, pour tous les Américains et pour Léopold, évidemment. Donc même lui ne se perçoit pas forcément comme ça, et je sais même pas s'il avait, s'il a pris conscience de ça, parce qu'en fait, en plus, quand on a atteint ce niveau social aux États-Unis, je pense qu'il a eu un choc terrible quand il est arrivé en Afrique et qu'il a vu que les Juifs n'étaient que blancs. Il n'y avait pas du tout encore à ce moment-là de marche pour les indigènes, et il ne s'identifie pas du tout aux gens qu'il voit sur place. Il fréquente que les blancs, donc il n'a pas cette conscience en effet. C'est super intéressant ce personnage. C'est pas subjectif, je veux dire, c'est pas volontaire. Non. C'est involontaire. C'est un regard qu'on a sur lui. Exactement, quand on fait un recoupement, finalement, oui, bien sûr. avec la distance, on se rend compte. Il est une passerelle involontaire. Comme Otabenga d'ailleurs. C'est marrant parce qu'on n'a pas parlé d'Otabenga depuis le début. Je me dis, mais c'est fou, c'est bien au départ. Depuis le début à la fin. C'est lui qui ouvre. Non, mais c'est vrai, c'est une passerelle vraiment, c'est une vraie passerelle lui aussi. Parce qu'à un moment donné, j'ai fini par comprendre en fait que les personnages ils finissaient par se rencontrer. Et du coup, c'était marrant à chaque fois de se dire quand est-ce qu'ils vont se rencontrer. Donc c'était assez marrant. Et en fait, j'ai bien aimé. Alors, je sais plus si c'était Williams qui rencontre Booker T. Washington. Oui, tout à fait. Oui, qui va le voir. Et en fait,